Ça marche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, j'espère que tout le monde va bien. Désolé pour ce faux départ. C'est le bordel aujourd'hui, il n'y a rien qui marche, c'est un merdier sans nom. La carte d'acquisition, elle a été débranchée du PC. Il y a François qui a oublié de se réveiller parce que son réveil n'a pas sonné. Et je vous jure que je vous dis pas de conneries, hein. Il m'a littéralement envoyé un texto qui me dit... le réveil de mon téléphone n'a pas fonctionné, je sais pas pourquoi, je suis désolé, j'arrive en courant. Je lui dis laisse tomber, on s'en fout. Je fais les QAG, repose-toi, puisque François, c'est lui qui organise votre émission spéciale de ce soir. Troisième truc qui dysfonctionne, il n'y a plus de café, parce qu'au gaming, ils ont bu tout le café. Alors voilà, nous on apporte une machine à café. Voilà, les mecs ils boivent du café, nous aussi. Et en fait, on consomme, je crois, 1 kilo de café par jour. Donc en ce moment, le rythme, c'est à peu près ça. Donc c'est le bordel, j'ai pas de café. Je présente cette émission tel un usurpateur, finalement, puisque je remplace donc au pied levé François. Quelle indignité. Non, mais on est d'accord, c'est juste, c'est pas admissible. Bonjour à vous, François Malocena. Salaud, j'ai un nouveau téléphone. Ah mais oui, c'est vrai, parce que François, en fait, il a changé de téléphone, il en a un nouveau depuis hier, et genre typiquement, genre de truc quand t'as un nouveau téléphone, et bah tu règles pas ton réveil, en tout cas tu vérifies pas toutes les options, et du coup tu te fais niquer le lendemain. Peu importe François, ce qu'il faut c'est que tu dormes, que tu te reposes, puisque ce qui compte c'est l'émission de ce soir. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cette émission que je connais mal finalement, je sais pas très bien comment ça marche. J'ai cru vaguement qu'on m'a expliqué qu'il allait falloir que je commente des politiques, dire des trucs dans des micros. D'ailleurs, qui es-tu? Ah moi, bonjour, moi Bonjour. je m'appelle Jean. Bonjour Jean. Je m'occupe de toute la partie Sénat de toute la Acropolis Corporation. D'accord, très bien. Et voilà, bonjour Sylvain. Bonjour Jean. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Je suis impressionné par le niveau de professionnalisme de ce projet. Hein. C'est impressionnant. Ah, mais attends, il y a des éclairages qui carburent, la régie est pro. Des sauf, cartes sauf d'acquisition sur tout ce qui est cartes au taquet. d'acquisition. Non, mais et les fiches des bénévoles sont incroyables. Un grand merci et des gros bisous aux bénévoles mobilisés aujourd'hui, Amy, Arthur et Thibaut. Merci beaucoup, vous êtes au top. Merci pour tout. C'est fou. Incroyable du cul. Merci Omegax pour ton resub et merci Paul Sauveur pour ton resub également. Merci à tous les deux. Merci pour votre soutien les copains, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Bonjour Jean, enchanté. Salut Lugnir, bonjour à tous. Bon, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, pour la blagounette, je m'appelle Jean Massier, je suis le fondateur d'Acropolis. Et c'est moi qui, il y a 3 ans, ai eu l'idée de créer cette émission. C'était la première, les questions d'actualité commentées à l'Assemblée nationale. C'est François qui les présente depuis cette rentrée, depuis septembre dernier. Et là, François, le pauvre, il a raté son réveil. Et voilà. Et donc, du coup, je reprends les commandes exceptionnellement de cette émission pour cette séance exceptionnelle. T'as quel âge, Jean? J'ai 15 ans. Si tu savais. Depuis peu d'ailleurs. Depuis peu, oui. Non, c'est bon, après d'avoir mon brevet. Voilà, donc je suis arrivé, je me suis plaint, donc ça c'est fait. J'ai dit aux gens bonjour, ça c'est fait. Tu t'es présenté. Je me suis présenté, ça c'est fait. Comment on fait pour streamer? Je sais plus comment on fait pour streamer. Demande aux gens comment ils vont. Comment vous allez? Ah oui, c'est vrai, parce que c'est interactif. C'est ça. Et on s'intéresse à ce que qui ils sont, à ce la qu'ils télé. font. Mais en fait, quand tu parles aux gens, les gens te répondent. Ah, c'est vachement intéressant ça. Alors fais gaffe, des fois les réponses sont un petit peu... Un jour, il faudra que j'écrive un Voilà. bouquin sur les discussions que j'ai avec des gens de la télé, sur ce que c'est que Twitch, Acropolis, tout ça. Vous verrez, c'est des grands moments. La vie me fait chier. Salut le Vernet Relou, tu m'avais manqué. Du coup, ça te manque de stream? Grave, à mort. Bah, je stream quand même, parce que je fais 1 fois sur 2 les émissions des sénateurs, là. Question aux sénateurs le mercredi, mais on n'est pas là pour parler de ça. Ce soir, on va streamer pendant 8h30 d'affilée puisqu'on fait l'émission américaine. J'ai hâte de passer la soirée avec vous ce soir. On a plein d'invités en plateau, on a plein de copains qui vont venir nous aider et vous aider à suivre en direct les élections de mi-mandat aux États-Unis, les fameux midterms, les très attendus midterms. On est super content avec toute l'équipe d'Acropolis de vous proposer ce contenu original, n'est-ce pas? Original content, tout ça. C'est François qui est au pilotage de cette émission. Il a travaillé beaucoup ces dernières semaines pour préparer, organiser, inviter les gens, etc. Ça explique aussi peut-être son absence de réveil. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. Peu t'importe. Voilà. 8h30, vous êtes fada. Absolument. Je stream quand même un soir toutes les 2 semaines, Kappa. Eh oh, ça va Fanny, hein. Ça va. Mollo. Et donc voilà, donc aujourd'hui c'est les questions d'actualité commentées à l'Assemblée nationale, ça va commencer dans une petite vingtaine de minutes. Attends, parce que François il a des antisèches machin, je vous ai pas dit l'heure et la date, on est le 14h30 et il est très exactement 6 novembre 2018, donc ça c'est très bien.
Remercier la régie, les bénévoles, dire qu'on a besoin de gens. Merci la régie, merci les bénévoles, on a besoin de gens. Partager les follow et les subs. Ah, les partages, les follow et les subs. Merci les partages, les follow et les subs. Hein. Merci tout le monde. Bienvenue. Abonnez-vous, donnez de l'argent, tout ça. Nomination d'Acropolis au prix New Storm 2018. Ah oui, c'est un prix. C'est fini ça. C'est fini? Oui, oui. On a perdu? Je sais pas. Ah. On n'a pas de nouvelles. C'est fini le. Arrêtez de voter. Ça sert de toute façon, c'est un concours qui sert à rien parce que c'est un concours de qui sait quel plus d'amis, donc on s'en fout. De quelles actus, de quoi ça va parler? Aujourd'hui, c'est les questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. On va écouter des députés poser des questions au gouvernement dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement. C'est chiant là, hein? Ah, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Écoutez pas ce que je dis, on s'en fout. Ça n'a aucune importance. Non, mais c'est parce que François, il sait pas de quelle émission il s'agit à chaque fois, donc il se rappelle à chaque fois de quoi il en retourne. C'est pas pour les spectateurs, c'est pour François en fait. D'accord, ok. Il est jeune, hein, faut l'excuser. J'aime cette sollicitude, je confirme, j'ai terminé les fiches de la chambre ce matin à 4h. Mais François, tu te donnes beaucoup trop de mal, c'est trop cool. Non, pas T'as pris de la drogue pas ce matin? trop. Mais pas du tout. Ce matin, j'étais dans la matinale de Public Sénat. J'étais invité par Public Sénat à faire une intervention dans leur matinale. Et alors c'est très drôle parce que le plateau de Public Sénat, il est au sous-sol du Sénat. Donc tu dois te pointer dans le 5e arrondissement, là, au Palais du Luxembourg. Et évidemment, les gens à l'accueil, ils n'ont jamais ton nom. Donc tu es là, tu poireautes à l'accueil, ça fait pendant 10 minutes. Tu leur dis que, bah ouais, je sais pas, je suis invité de la matinale du Public Sénat, il faudrait peut-être se dépêcher un peu, et ils passent des coups de fil dans tous les sens pour savoir s'ils doivent te laisser passer ou pas. Après, c'est un labyrinthe et tout, bon, bref. Peu importe. On a parlé de Gérard Larcher, on a parlé de l'interview de demain matin de Gérard Larcher, de la réforme du Sénat, tout ça. C'est demain que tu poseras les questions à Gérard Larcher que tu as demandé au Discord. Oui, absolument. Demain matin, Gérard Larcher, le président du Sénat, est l'invité exceptionnel de la chaîne Public Sénat pendant une heure, je crois, au total, une heure et demie, je crois, d'interview. Gérard Larcher qui va répondre à toutes les questions de Public Sénat. Et parmi les questions que vont poser Public Sénat, il y a des questions que Public Sénat m'a demandé de vous demander de poser. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc du coup sur le Discord d'Acropolis récemment j'ai demandé aux gens et si vous posiez une question à Gérard Larcher ce serait quoi? J'ai eu plein de réponses, merci pour vos réponses et du coup j'ai tourné une petite vidéo d'1 minute dans laquelle j'ai dit à Gérard Larcher bon bah voilà la communauté d'Acropolis elle pose 2 questions parce qu'on m'a demandé de poser 2 questions donc voilà donc j'ai choisi parmi vos questions 2 questions que j'ai transmises à Gérard Larcher donc qui seront posées demain matin. Vous avez compris? Nickel. Le troisième personnage de l'État sur Acropolis. Non, c'est pas sur Acropolis qu'on reçoit Gérard Larcher. Ça arrivera ça un jour, plus tard. À quelle heure, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est pas le deuxième personnage de l'État? Gérard Larcher? Ah, protocolairement, c'est le deuxième. Protocolairement, oui. Ouais, c'est le président de la République qui crève, c'est le président du Sénat qui prend la relève. Mais en termes de pouvoir, non, c'est plutôt le Premier ministre dans l'exécutif. Bon, on s'en branle. Franchement, on s'en branle. Ce qui compte, c'est les questions d'actualité au gouvernement du jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Question ça se mélange dans ma tête. C'est un bordel, ça fait 1000 ans que j'ai pas fait cette émission. C'est un petit peu un retour aux sources. Finalement, voilà, c'est comme le vélo, comme tu disais tout à l'heure, ça ne s'oublie pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité en ce moment qui justifie qu'on s'intéresse aux questions d'actualité au gouvernement posées par nos députés? Le mouvement du 17 novembre, la grogne contre le prix du pétrole. La grogne qui monte, le mouvement des gilets jaunes, tout ça, ça commence à monter de plus en plus. Donc on va probablement en parler aujourd'hui. Grosso modo, la question du pouvoir d'achat et de l'augmentation des taxes. Il y a le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a fait gueuler les ambulanciers qui ont bloqué une partie du périphérique parisien. Hier, ça a foutu un gros bordel à Paris, personne n'arrivait à circuler, etc. Jusque tard dans la nuit, jusque tard dans la nuit. Ça n'a rien à voir avec la hausse du carburant. Les ambulanciers ne se plaignent pas de la hausse du carburant, ils se plaignent de ce qu'ils appellent l'ubérisation de leur profession dans le cadre d'expérimentations qui ont été votées, je crois bien, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pas que hier, c'est vrai, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, la mobilisation continue. Donc voilà, il y a un sujet autour des ambulanciers. Il y a l'itinérance mémorielle, je cite, entre guillemets, entamée par Emmanuel Macron à l'occasion de la clôture du centenaire de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Emmanuel Macron qui a annoncé hier son vœu de faire entrer au Panthéon 2 personnes. Pas 2 personnes, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a prévu de faire entrer un combattant, c'est Maurice Genevoix, voilà. Maurice Genevoix, qui était combattant pendant la Première Guerre mondiale et qui ensuite a été écrivain, qui a notamment écrit un livre, enfin plusieurs d'ailleurs ouvrages sur la Première Guerre mondiale, et notamment Ceux de 14. Et Ceux de 14, c'est un nom collectif qui englobe l'ensemble de ce qu'on appelait la France combattante, les Français, les militaires, les appelés, toutes les personnes venues des 4 coins de la France qui sont battues et qui sont morts, pour beaucoup d'entre eux au champ d'honneur, comme on disait.
Et ça, Emmanuel Macron a décidé de les faire entrer au Panthéon. Donc c'est une panthéonisation collective de tous nos aïeux morts au combat, morts sur le front, qui vont entrer au Panthéon l'année prochaine. Donc ça a été l'annonce du jour. Donc voilà. Indépendamment de la question de la panthéonisation, il y a plus globalement la question donc, du centenaire de la guerre, avec de la Grande Guerre, donc avec un certain nombre de polémiques qui ont émaillé l'actualité autour de ce centenaire-là. Ça repose la question des relations franco-allemandes, de la construction de l'Europe de la paix, etc. Le tout à quelques mois maintenant des élections européennes. Tout ça n'est pas inintéressant, donc gardez ça en tête, puisqu'il n'est pas impossible qu'on ait des questions au gouvernement autour de ce thème-là. Voilà. Rip arrière papy, exactement. Il y a aussi une actualité à Marseille. À Marseille, un immeuble qui s'est cassé la gueule, qui s'est effondré. 3 immeubles qui se sont effondrés. Oui, 1, puis 2, puis 3. Oui, c'est ça. 3 immeubles qui se sont effondrés, des immeubles d'habitation modestes. Voilà, des vieux immeubles mal entretenus probablement, qui se sont effondrés. Un mort a été retrouvé par les secours. Voilà, pour l'instant, il y a un mort à déplorer dans cet épisode assez triste qui fait d'ores et déjà l'objet de discussions politiques, puisque l'un des députés de Marseille, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a dénoncé, je cite de mémoire, le mépris du gouvernement pour les gens qui vivent de peu. Merci beaucoup Maxime Alum pour ton resub, ça fait super plaisir. Des gros bisous à toute l'équipe et au chat accro. Oh, ça fait plaisir. Des bisous. Merci beaucoup. Il y a un deuxième corps qui a été retrouvé dans les décombres, m'apprend Astraire Média dans le chat. Merci beaucoup, un deuxième mort. Et ben, je suis très triste de l'apprendre. Voilà. Il y a la Nouvelle-Caléfornie aussi. François, tu es très fatigué. La Nouvelle-Calédonie, effectivement, qui a voté dimanche dernier son maintien finalement dans le giron de la République française à 53%, si je ne dis pas de bêtises, contre l'indépendance. Les indépendantistes réalisent quand même un score honorable de 43%. Intéressant comme situation et comme scrutin. Et effectivement, c'est la première séance de questions d'actualité au gouvernement depuis le vote en Nouvelle-Calédonie, donc on aura probablement l'occasion d'un échange entre le gouvernement et les parlementaires sur ce sujet-là. Le Nouvelle-Caléfornie, c'est un running gag depuis quelques semaines avec François. D'accord. Mais comme tu n'es plus l'animateur finalement de cette émission, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu ne saisis pas la subtilité des lapsus de François. Absolument. La Nouvelle-Caléfornie, les vrais savent. Non, mais je suis pas un vrai. Non, mais je suis désolé. Moi, vous savez, je suis un usurpateur. Hein. Je sais pas. Je sais pas très bien ce que je fais là sur ce fond vert à vous parler. Tiens, un nouveau streamer sur Acropolis. Salut Azuric, ouais, absolument, je débute. Donc du coup, qu'est-ce qui reste dans l'actualité que j'ai oublié? Nouvelle-Calédonie. Mouvement du 17 novembre contre le prix du carburant. Effondrement avec 2 morts à Marseille. Oui, il y a eu l'arrestation de 6 personnes ce matin. PLFSS. 6 personnes arrêtées qui avaient un projet d'attentat contre la personne du président de la République, si je dis pas de bêtises. Semble-t-il lié à l'ultra-droite. On verra. Prof de Stein. Oui, il y a des profs dans un collège à Stein qui se plaignent de la nomination au poste de proviseur adjoint du collège à un ancien gendarme, si je ne dis pas de bêtises. C'est quelque chose comme ça, je crois. Un truc comme ça, et voilà. Commémoration de 14-18, t'as raison, Alcanoïde. Policier agressé dans le Var. Ah, ça, je savais pas. Les nouveaux programmes du lycée viennent d'être publiés. Ah, et est-ce qu'il y a matière à une question au gouvernement? Le chèque de 20 € pour l'essence pour les ménages modestes qu'a annoncé sur Europe 1 Macron ce matin. Effectivement, Kylian, tu as parfaitement raison de le rappeler. Emmanuel Macron, le président de la République, était ce matin interviewé sur Europe 1 par le journaliste politique finalement Nikos Aliagas, qui lui a posé des questions, une interview d'une demi-heure dans laquelle le président de la République a notamment annoncé qu'il comptait faire un geste pour accompagner les foyers les plus modestes, notamment à s'équiper en fuel, enfin non, justement en chaudière au gaz et non pas au fuel. Voilà. Europe de plus en plus fracturée selon la Commission de l'Union Européenne. C'est-à-dire, Hirozen? Parce que je vois pas pourquoi est-ce que la Commission Européenne dirait que l'Europe est plus fracturée que d'habitude. Enfin, Ou alors, enfin, l'autre manière de le dire, c'est qu'on n'avait pas attendu la Commission Européenne pour savoir que l'Europe était fracturée. Un gendarme mort dans les jardins de l'hôtel de Matignon a fait, absolument, on l'a appris, un gendarme se serait suicidé avec son arme de service dans les jardins du palais de Matignon à Paris, le siège du Premier ministre. Terrible, terrible. 20 € par an, ça fait même pas un demi-plein d'essence. Je suis pas, Emmanuel Macron, dans son interview, je l'ai écouté ce matin, il n'a pas donné de chiffres. Ça a probablement été précisé dans la foulée par un ministre. Donc moi, je ne peux pas confirmer ni infirmer le chiffre de 20 €. On l'entendra sans doute dans le cadre des questions au gouvernement aujourd'hui. Puisque maintenant que le président a dit sur Europe 1 qu'il comptait faire un geste, le gouvernement est obligé d'enquiller en disant oui, oui, tout à fait, on a prévu de faire un geste. Oui, bien sûr, ça n'a pas été budgété, mais c'est pas grave, on va le faire.
C'est de la tambouille gouvernementale, finalement. Bon, et vous, quelle question vous voudriez poser au gouvernement, hein, si vous étiez député, là, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous voudriez que le gouvernement vous réponde en particulier? Il a parlé des policiers à l'école avec Aliagas? Non. Bonjour mon sergent. Salut Lobo. Égalité des salaires entre hommes et femmes. Oui, effectivement, Leïna, on a appris qu'aujourd'hui, c'est la date, le 6 novembre, c'est la date à partir desquelles les femmes ne sont plus payées. Alors virtuellement, vous savez, c'est une manière de calculer les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. Mais donc virtuellement, à compter du 11 novembre, les femmes cessent d'être payées jusqu'au 31 décembre. Et c'est une manière de se représenter l'inégalité salariale. Environ 15% d'écart, je crois. 15% d'écart de salaire en moyenne, même s'il y a des disparités en fonction des secteurs d'activité et des postes très importantes. On peut voter pour exclure une région du territoire français, genre si on votait tous pour jarter la Corse, c'est faisable niveau loi? Non, parce que la Constitution postule l'indivisibilité du territoire de la République. Donc un territoire qui ne souhaite pas son indépendance ne peut pas être indépendantisé par le reste des territoires, c'est pas possible. Enfin, là, c'est la première réponse que je te ferai comme ça virtuellement, mais je n'ai pas d'exemple dans l'histoire de moment où s'est posé la question d'exclure un territoire. Pour lutter contre le réchauffement climatique, est-ce que vous comptez surtaxer la viande comme pour le diesel? D'accord. Allez-vous faire payer les fourrières pour les ambulanciers dont les véhicules ont été extraits par les forces de l'ordre? Bonjour François. Jean, mais quelle surprise. Salut Cowboy Étoile. Et oui, François a loupé son réveil. C'est pas grave. On s'en fout. Il sera au top ce soir. D'ailleurs, j'en profite, parce oui. qu'il y a un petit moment de flottement finalement. Tu sens que je suis mauvais dans l'animation. Merci Sylvain, merci de Non, non, je sens qu'il y a une transition. Je rappelle que demain, il n'y a pas QAG sur Acropolis. Absolument, demain, il n'y a pas QAG sur Acropolis. Il y a bien QAG à l'Assemblée nationale, mais Acropolis ne les commentera pas, et ce pour deux raisons. D'une, on sera crevé du cul après la grosse nuit blanche qu'on aura tapée pour vous permettre de suivre en direct les élections de mi-mandat. Et la deuxième raison, c'est que la séance de questions d'actualité au gouvernement demain est exceptionnellement décalée d'une heure dans le temps. Donc au lieu d'être de 15h à 16h, elle sera de 16h à 17h. Or, sur Acropolis, nous avons un impératif qui est le début de l'émission des questions d'actualité aux sénateurs à 17h pile. Donc pas d'actualité, hein, mais c'est questions aux sénateurs. Hein, j'ai dit quoi? T'as dit questions d'actualité aux sénateurs. Ah mais tu vois, c'est un concept. C'est un concept, c'est des formations. Donc question aux sénateurs qui démarrera à 17h et ce sera Hugo donc qui recevra Fabienne Keller, la députée apparentée Les Républicains. Voilà, fin de la parenthèse. Acropolis, proposer une réforme constitutionnelle pour permettre aux politiques long-termistes, non cumul des mandats présidentiels par exemple. Est-ce que tu penses que c'est ça qui permettra une politique long-termiste, comme tu dis, Rosen, d'empêcher un président de se représenter? D'ailleurs, je te rappelle que dans le cadre de la réforme constitutionnelle dont l'examen reprendra en janvier prochain au Parlement, Emmanuel Macron souhaite inscrire une modification du Conseil économique, social et environnemental pour en faire notamment une chambre du futur, une chambre du temps long, comme tu dis. Genre, on a le café gratuit si on regarde la chaîne cette nuit. Ouais, carrément. Tu peux gratuitement aller te faire un café dans ta cuisine en regardant Acropolis. Et ça nous fait plaisir de t'offrir ça. C'est à quelle heure ce soir? C'est à partir de 21h30 jusqu'à 5h du matin. Je compte sur vous pour ne pas dormir jusqu'à 5h du matin et pour suivre avec nous en direct cette émission spéciale. Et au pire, il y aura un replay sur Acropolis Replay, évidemment. Non, il n'y a pas de pire. Non, il n'y aura pas de replay d'ailleurs. Je déconne. La chambre du turfu, exactement. Est-ce qu'il y aura une question sur les élections de mi-mandat aux États-Unis? Il y a peu de chances. Il y a peu de chances qu'une élection en cours dans un autre pays fasse l'objet d'une question au gouvernement. Je ne vois pas ce que des députés français pourraient poser comme question au gouvernement français sur des élections en cours aux États-Unis. Ça n'a pas d'implication directe sur la politique de la France. Ça pourrait avoir des implications sur les affaires étrangères. Si, il y a peut-être un sujet qu'on pourrait poser, qui a un lien indirect, c'est l'annonce par Donald Trump de vouloir se retirer d'un accord de dénucléarisation, de démilitarisation, je ne sais plus exactement, avec la Russie. Donald Trump souhaite se retirer d'un accord des années 80 qui met en péril la défense européenne. Il y a eu une question là-dessus. Oui, il y a quelques semaines. Comme quoi, vous voyez. Suivre toute la nuit, c'est mort. Demain, j'ai entretien d'embauche. Non, mais tu t'en fous. Laisse tomber ton embauche. De toute façon, le chômage, c'est un peu l'avenir, finalement. C'est ça le turfu. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser et que j'ai pas encore lues? Dites-moi. Peut-être qu'il y aura un député qui posera une question sur l'exceptionnelle couverture des élections de mi-mandat aux États-Unis par la chaîne Acropolis et que compte faire le gouvernement pour accompagner finalement les initiatives sur Internet qui visent à rapprocher les citoyens de la politique. Une vraie question, mais quel ministre va répondre? Il y en a plusieurs. Il y a les affaires étrangères. Budget direct. Ministère de la jeunesse. Budget. Voilà. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Premier ministre direct. Voilà. Quelle enveloppe est-ce que le gouvernement souhaite débloquer
pour aider finalement Acropolis à resserrer le lien entre les politiques et les jeunes. Petite question sur la protection des données après la révélation de la BBC. C'est possible, ouais. Bonjour, pourquoi toi et pas l'autre où j'ai oublié le nom? As-tu diminué les médicaments? Salut, embuscade. Non, je remplace François au pied levé puisque le pauvre François ne s'est pas réveillé à temps ce matin. Il n'y a pas de souci. De toute façon, François, il prépare l'émission exceptionnelle de ce soir. Une question sur Ascoval, oui, peut-être sur les fermetures d'usines d'une manière générale. Une question Choupa sur Acropolis, j'espère bien. T'imagines le jour où une QAG mentionne Acropolis. Mais c'est déjà arrivé qu'Acropolis soit mentionné à la tribune de l'Assemblée nationale et du Sénat, d'ailleurs c'était plutôt au Sénat, que plusieurs sénateurs et une ministre ont fait un clin d'œil à Acropolis en direct. Alors je vous parle de ça, c'était un temps mémorial finalement. Au CESE aussi. Au CESE aussi, où on a déjà été big up au CESE, au conseil régional du centre Val-de-Loire. Enfin, on compte plus où on a eu des clins d'œil appuyés. Ouais, non, pas de souci. Monsieur le ministre du budget, Fillon a-t-il rendu l'argent? Ouais, elle est connue celle-là. Pour aider Acropolis à acheter un réveil à François. Oh les bâtards. Qui a vu la dernière vidéo de L214? Ah oui, t'as raison l'Auvergnat, tu auras peut-être une question sur la souffrance animale et la décision du gouvernement de fermer un abattoir suite à des manquements aux règles d'hygiène et d'éthique qui ont été constatés après la divulgation par l'association de protection des animaux L214 d'une vidéo qui fait froid dans le dos. Ça peut faire l'objet d'une question au gouvernement. Yep, je regarde Acropolis alors que demain après-midi j'ai un second entretien convoqué par Pôle emploi. Ah, mais les entretiens Pôle emploi, t'as le droit d'y aller la tête dans le cul, hein, c'est pas illégal. Mais c'est pour ça qu'on a annulé les QAG demain après-midi aussi. Pour aller à un entretien Pôle emploi? Pour que Cowboy puisse aller à un entretien sans avoir le remords de rater l'émission. Absolument. Acropolis, premier sur la recherche d'emploi. Acropolis vous permet de vous sortir les doigts du cul une fois de temps en temps, de traverser la rue et d'aller trouver un boulot finalement. Et vous permettre de sub plus facilement par la suite. Et donc de gagner un CDI et donc de faire des dons à Acropolis. Vous voyez, tout ça est assez finalement logique. Il reste 4 minutes avant le début de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Je commence à raconter n'importe quoi, preuve que j'ai plus grand chose à dire, que j'ai hâte que les députés rentrent en scène. J'en profite pour remercier à nouveau les bénévoles qui ont préparé cette émission. Merci Amy, merci Arthur et merci Thibaut. Bravo à vous. J'en profite aussi pour vous dire que le serveur Acrocraft, le serveur Minecraft d'Acropolis reprend du service de plus en plus. Il y a des assemblées qui se tiennent tous les jours. Je crois que la semaine prochaine, il y a un projet d'assemblée. Toutes les semaines, pardon. Il y a un projet d'assemblée qui va discuter du projet de constitution du serveur Acrocraft. N'hésitez pas, si vous jouez à Minecraft, si vous n'avez pas joué à Minecraft depuis longtemps, si vous n'avez jamais joué à Minecraft, n'hésitez pas à vous mettre à jouer à Minecraft en rejoignant le serveur Acrocraft avec des gens super dessus qui passent qui donnent du temps pour faire tourner ce serveur, des modérateurs en or, des administrateurs en or, etc. Allez voir toutes les informations sur le Discord d'Acropolis. D'ailleurs, le Discord d'Acropolis, c'est une belle adresse sur Internet pour discuter de tout, de rien, de politique ou pas, entre gens cool. N'hésitez pas à venir traîner sur le Discord d'Acropolis. C'est un serveur vocal et textuel très très cool. Donc, viendez. Il y a vraiment un serveur Minecraft autogéré, absolument. Avec des lois, avec un journal officiel, etc. Non, ça rigole pas, hein, les mecs déconnent pas. Compte tenu de la promptitude à démarrer les séances de QAG par monsieur Richard Ferrand, je t'invite à ce que nous fassions... C'est vrai, il est prompt. Ça commence rarement après 15h. Richard, limite en avance. Tu m'impressionnes, parce qu'avant on avait l'habitude d'avoir une minute ou deux de décalage. Du coup, on se met un générique dans les oreilles et on se retrouve tout de suite en direct du Palais Bourbon à Paris. À tout de suite. Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent, on est en direct sur Acropolis pour la séance de questions d'actualité au gouvernement commentée en direct pour vous permettre de suivre ce que nos chers députés vont demander à nos chers ministres et ce que nos chers ministres vont répondre à nos chers députés. On a fait le tour de l'actualité pendant la première demi-heure de préparation de cette émission alors qu'on est en direct du Palais Bourbon. Alors nous, nos studios sont pas au Palais Bourbon, hein. Quand je dis en direct du Palais Bourbon, c'est que là les images elles sont en direct du Palais Bourbon. Nous on est à Ivry-sur-Seine comme des clampins en train de bosser à préparer l'émission de ce soir sur les élections de mi-mandat aux États-Unis. Bref, les députés sont en train de s'installer dans l'hémicycle après la pause déj finalement. Eux ont le droit à du café, nous on n'a pas le droit à du café, il n'y a plus de café, c'est chiant, je le répète. Je meurs d'envie d'un café là putain. Voilà. Et voilà. Ah, il y a le départ de la route du Rhum aussi, le week-end dernier. Non mais moi j'aime bien la voile, moi je pense qu'il faudrait poser des questions sur ouais alors tout ça, la route du Rhum, hein, n'est-ce pas, le sport, tout ça. Ah sinon il y a l'attribution des Worlds 2019 à la ville de Paris. Paris accueillera la finale des Worlds 2019 à Bercy. Putain, c'est pas beau ça? C'est trop cool.
C'est trop cool. Déjà, l'année dernière, il y avait les demi-finales Europe, et là, c'est les Worlds, quoi. C'est trop bien. Sur League of Legends, ce sera l'an prochain, en mars prochain, je crois, au Palais Omnisport de Paris-Bercy, qui ne s'appelle plus comme ça, qui s'appelle l'Accor Hotel Arena. Voilà. Au passage, la cohabitation avec Ogaming se passe bien. Pas envie de nous faire un peu de SC2. Ah là là. Ouais, ça se passe super bien. On est super content d'être avec Ogaming, si ce n'est qu'il n'y a plus de café. Merde. Ils ont bu tout le café, Ogaming. Rends le café. Rends le café, OG. Rendez le café à Acropolis. Tiens, faudrait qu'on leur fasse un raid sur leur chaîne pour leur demander de rendre le café à Acropolis. Ah merde, pardon, excusez-moi. Ah, je touche plus. Mais non, mais je suis désolé. Mais c'est parce qu'il y a des prix. Ah, le fond contact de ouf. Mais c'est des câbles de merde. Non? Excusez-moi, j'ai perdu mes tympans pour l'espace d'un instant. J'ai perdu. C'est pas des câbles de merde, c'est juste que t'arrêtes de jouer avec les câbles, mais putain. Non, mais ils sont par terre, ils traînent. Évidemment que si je tire un peu dessus, tu ça ne fait tires pas sur les câbles. Tu te mais qu'est-ce que c'est que cette entreprise? Comment c'est. Zénith. Mais on n'est pas le reçu. Hein. Ah non, mais moi je peux pas streamer dans ces conditions, c'est pas possible. Incroyable. Ah voilà, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, qui monte au perchoir pour animer la séance. Pour présider la séance, t'imagines l'animateur. Salut les copains, c'est parti, qui est-ce qui a des questions? Tac, 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 on est parti. La séance est ouverte. Formidable. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Tout à fait. La parole est à monsieur Régis Juanico. C'est parti, Régis Juanico, le socialiste, qui prend la parole en premier. Monsieur le Premier ministre, pourquoi vous obstinez-vous à rogner le pouvoir d'achat des Français les plus modestes? Ah, ça a le mérite d'être clair. Le président de la République, qui a annoncé ce matin des mesures cosmétiques, dit préférer la taxation des carburants à celle du travail. Mais en même temps, les travailleurs sont les premières victimes de la hausse sans précédent du prix du carburant qui s'envole sous l'effet conjugué de vos taxes et de la hausse du prix du baril. Le ras-le-bol sur le pouvoir d'achat enfle dans tout le pays. La grogne sociale fait le plein et un grand nombre de nos concitoyens très bon le jeu de mots, Régis. Manifester leur mécontentement. La seule chose qui n'est pas taxée avec vous, c'est la fortune. Après avoir baissé les APL, pénalisant les foyers plus fragiles. Après avoir augmenté la CSG pour les retraités, qui perdront en plus 2% de leur pouvoir d'achat, avec la non-revalorisation de leur pension dans un contexte d'inflation record. Après avoir gelé le point d'indice des fonctionnaires, le gouvernement s'attaque à présent à l'exonération des cotisations sociales, des aides versées par les comités d'entreprise. Régis Juanico, le député socialiste qui pose une question au gouvernement sur le pouvoir d'achat. Il surfe lui aussi sur la vague du 17 novembre. La grogne notamment contre la hausse du prix du carburant. Régis Juanico, qui est donc un député socialiste. Il a notamment beaucoup suivi Benoît Hamon. C'est pas Benoît Hamon qui proposait aussi pendant la présidentielle d'augmenter la taxation du diesel, hein, entre nous. Il a été notamment président du mouvement des jeunes socialistes à la suite de Benoît Hamon. Frappera d'abord les salariés les plus démunis. Nombre de ces prestations, qui représentent parfois plus d'un mois de salaire, étant calculées sur des critères sociaux. Elle aura des conséquences directes sur l'emploi dans les secteurs du tourisme social et de la culture. Monsieur Bruno Le Maire, vous nous répétez qu'avec vous, le travail paye. Mais pour récupérer 1,7 milliard d'euros sur le dos des salariés, vous n'hésitez pas une seconde à revenir sur leurs droits acquis et sur un mécanisme de redistribution du pouvoir d'achat dans les entreprises qui a fait ses preuves. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous cesser de vous attaquer aux droits des salariés? Quand allez-vous cesser de faire les poches aux Français? Voilà, ça finit dans les aigus. Régis Juanico qui s'énerve en posant la question au gouvernement sur le pouvoir d'achat. Ministre de la Transition et c'est François de Rugy, l'ancien collègue de Régis Juanico, qui va lui répondre si c'est pas beau. Merci, monsieur François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire. Messieurs les députés, monsieur le député Juanico, vous avez commencé votre intervention, et c'est tout à fait normal, en parlant du mécontentement d'un certain nombre de Français, du sentiment par rapport au pouvoir d'achat. Et c'est notre rôle à toutes et à tous d'entendre ce que disent les Français. C'est aussi notre rôle à toutes et à tous d'expliquer les choix que nous faisons. Et chacun fait ses choix. Vous avez, c'est normal, vous êtes un député d'opposition, plutôt critiquer les choix que nous faisons. Et je ne compte évidemment pas sur vous pour nous aider à les expliquer. Mais nous, inlassablement, nous allons les expliquer. Alors oui, le président de la République l'a rappelé ce matin dans une interview à la radio, hier dans la presse, et les ministres également, nous assumons
le choix de taxer davantage la pollution et le carbone pour agir pour la transformation écologique, agir pour le climat. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat de ça, de François de Rugy qui dit on assume d'augmenter la taxation sur le carburant pour protéger le climat? Que vous n'avez pas rappelé. J'espère que vous en parlez aux habitants de votre circonscription, la hausse de l'allocation adulte handicapé, la hausse du minimum vieillesse. Parce que si jamais certains d'entre eux qui y ont droit ne le font pas valoir, il faut le faire. Nous assumons de moins taxer le travail et d'avoir baissé les cotisations sociales sur les salaires. Et donc, les Français pourront constater une hausse de leur salaire net. Et enfin, nous assumons la baisse de la taxe d'habitation. Et j'espère que là aussi, vous leur disiez que ce n'est qu'un début. Cette année, c'est 30% de baisse, et encore l'année prochaine, et encore l'année suivante. Et ce sera une suppression totale pour 80% des Français. Merci. Voilà, François de Rugy qui répond en mettant en avant les autres mesures sociales du gouvernement. Évidemment, ça ne satisfait pas Régis Juanico, le député socialiste, qui était très en colère. Et c'est Élise Fageles, qui va poser une question. Monsieur le Premier ministre. On l'écoute. Monsieur le Premier ministre, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur seraient certainement fiers de la tenue exemplaire de la consultation de dimanche en Nouvelle-Calédonie. Eux qui avaient su dépasser des années d'affrontements parfois sanglants pour ouvrir la voie, avec Michel Rocard, que j'associe à cet hommage, de la réconciliation et de la paix dans le dialogue et le respect de tous. Élise Fageles qui fait référence il y a 30 ans aux signataires des accords de Matignon. Prévoyait qu'il revenait aux populations intéressées au destin de la Nouvelle-Calédonie de décider de son avenir institutionnel. Ainsi que l'a rappelé le président de la République dimanche soir, la volonté des gouvernements successifs depuis 1998, mais aussi de toutes les parties, partisans de l'indépendance ou tenants du lien avec la France, d'organiser une consultation claire, ouverte et sincère, a permis une participation exceptionnelle à ce scrutin et un résultat incontestable. La mise en œuvre de l'accord de Nouméa a transcendé les oppositions et je crois utile de rappeler que le Parlement a participé activement à cette réussite, notamment par le travail de la mission d'information parlementaire et par le vote de la loi organique le 19 avril dernier. Élise Fageles, évidemment, qui s'envoie des fleurs et qui envoie des fleurs à tout le gouvernement, à tout le Parlement, pardon, parce que le Parlement a effectivement travaillé à l'organisation de ce référendum de dimanche dernier qui, je le rappelle, a donné la Nouvelle-Calédonie non indépendante et restante donc dans le giron de la République française. Il prévoyait aussi la reconnaissance de l'identité kanak, le rééquilibrage géographique entre le Nord et le Sud ou encore la définition de symboles communs. Dans votre allocution prononcée hier à Nouméa, vous avez mis également l'accent sur la nécessité de mieux prendre en compte les questions économiques et sociales pour consolider ce destin commun. Je précise que Élise Fageles, elle est avocate au barreau de Paris et elle est surtout membre de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est pas absurde que ce soit elle, Élise Fageles, qui pose cette question au gouvernement suite au référendum de dimanche dernier. Je précise qu'elle a été socialiste proche de Manuel Valls avant de devenir députée En Marche. Et c'est le Premier ministre qui va répondre en personne au Parlement. Dimanche, en effet, la Nouvelle-Calédonie a voté et elle a massivement voté. Elle a massivement voté avec un taux de participation jamais vu en Nouvelle-Calédonie. Elle a voté dans le calme et dans la sérénité, un calme et une sérénité qui ont été notés par tous les observateurs nationaux et internationaux, puisque vous le savez, des observateurs de l'Organisation des Nations Unies et du Forum des îles du Pacifique étaient présents pendant toute la durée du scrutin et ont pu constater qu'en effet les choses s'étaient passées sereinement. La Nouvelle-Calédonie a voté, le résultat est incontestable, il est clair. Et je voudrais, en commençant ma réponse, m'associer à vos propos et, d'une certaine façon, féliciter tous ceux qui, depuis 30 ans, ont permis que ce rendez-vous historique de la Nouvelle-Calédonie avec la démocratie soit rempli. C'est évidemment à Michel Rocard, à Jean-Marie Tjibaou, à Jacques Lafleur auquel je pense. C'est évidemment Lionel Jospin qui, en 1998, a ajouté son nom dans la liste de ceux qui voulaient que le dialogue prévale pour trouver des solutions à la Nouvelle-Calédonie. C'est l'ensemble des forces politiques de Nouvelle-Calédonie, l'ensemble des forces politiques, loyalistes, indépendantistes, toutes ont fait le pari commun que la procédure permettrait d'aboutir à ce vote important. Je voudrais aussi féliciter tous ceux qui ont participé matériellement à l'organisation du scrutin, les services de l'État, bien entendu, les maires, les communes, la commission de contrôle, la commission des sages qui avait été instituée.
C'est eux qui ont permis que ce rendez-vous avec la démocratie soit réussi. Alors, on aura beaucoup à dire sur le résultat du scrutin et sur la suite, mais votre question porte plutôt sur les questions de rééquilibrage et sur quelque chose qui m'a été dit lundi par toutes les forces politiques, et peut-être plus encore que par les forces politiques, par les étudiants que j'ai rencontrés, les étudiants de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Et bien sûr que ces étudiants se posent des questions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Tout le monde s'en pose. Mais leur questionnement ne se résume pas aux questions institutionnelles. Et ils insistent sur le nécessaire développement économique, sur les perspectives de rééquilibrage qu'il faut donner à l'ensemble de la jeunesse de Nouvelle-Calédonie. Jeunesse qui s'est exprimée comme jamais, dans le respect du droit, dans la volonté démocratique, et avec une ardeur et une participation que personne n'avait jamais constatée en Nouvelle-Calédonie. Un certain nombre de choses ont été faites. Je pense au programme dit 400 cadres qui est devenu Cadre Avenir. Je pense aux engagements qui ont été pris pour développer le service. Édouard Philippe, donc, qui, je le rappelle, n'a pas de limite de temps de parole, donc il peut y aller sur la Nouvelle-Calédonie. Il parle notamment de rééquilibrage, puisque je rappelle que la Nouvelle-Calédonie, économiquement et démographiquement, est très inégalitaire entre la région de Nouméa, qui concentre l'écrasante majorité des forces économiques et des caldoches, et le nord de l'île et les îles à l'est, qui voilà, a beaucoup de Kanaks, pour le coup, une population un peu plus pauvre. Avec l'ensemble des forces politiques, car, vous l'avez dit, Madame la députée, au cœur des accords de Matignon, il y a bien sûr les questions institutionnelles, les questions de rééquilibrage politique, mais il y a aussi le ressort du développement économique et du développement social. Et il ne faut pas que, parce que nous portons une attention considérable à ces questions institutionnelles, nous oublions ces autres ressorts des accords de Matignon. Ils sont essentiels pour le devenir de la Nouvelle-Calédonie. J'aurai l'occasion, au mois de décembre, avec les signataires, ce qu'on appelle le comité des signataires, d'évoquer ces sujets aussi et de les mettre sur la table pour que nous puissions ensemble travailler la suite, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie de façon plus sereine. Édouard Philippe qui parle des autres ressorts des accords de Matignon, parce qu'effectivement ce référendum n'est pas le dernier, il y en aura d'autres des référendums sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie dans les mois et les années qui viennent. Généralisés dans la société de Nouvelle-Calédonie, mais qui ne s'expriment pas forcément suffisamment dans le débat politique. Merci beaucoup. Merci. Voilà, le Premier ministre qui a terminé son allocution, il s'était déjà exprimé depuis Nouméa dimanche dernier après l'annonce des résultats. Il s'est exprimé cette fois-ci devant la représentation nationale. Christian Jacob, le président du groupe Les Républicains, on l'écoute. Vous avez été maire d'une grande ville, d'une ville populaire où l'on sait ce que travailler veut dire. Le Havre. Je suis convaincu que vous y conservez des attaches qui vous permettent de vous tenir informé sans filtre de ce que les Français ressentent. Au Havre, il doit même y avoir des gens qui roulent au diesel. Peut-être même certains qui vont travailler avec des voitures diesel. Nous aurions d'ailleurs aimé vous entendre, Monsieur le Premier ministre, condamner les propos imbéciles de votre porte-parole du gouvernement. Même... Il fait référence à quoi, Christian Jacob? Ces propos lui avaient inspiré de la honte. Il est urgent, Monsieur le Premier ministre, que vous preniez la mesure de ce qui se passe. Benjamin Griveaux qui a parlé des Français que Wauquiez défend les fumeurs et qui roulent au gasoil. Un truc comme ça. La taxation carbone décidée il y a 10 ans. Arrêtez de soutenir que vous menez une politique incitative en faveur des automobilistes. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir accès au transport en commun. Tout le monde n'a pas la possibilité de se payer une voiture électrique. La vérité, c'est qu'en surtaxant les carburants, vous faites marcher la pompe à fric. Dans cette affaire, l'État prélève 10 fois plus que ce qu'il ne reverse. Nous avons entendu le président de la République annoncer ce matin qu'il voulait bouger un peu. Mais je vous le dis, Monsieur le Premier ministre, l'heure n'est plus aux gesticulations ou à l'invention de je ne sais quelle usine à gaz. La seule mesure compréhensible et efficace pour nos concitoyens, c'est de baisser les taxes. Merci Médéric Bénard pour ton resub, alors que Christian Jacob, le président du groupe Les Républicains, fait une charge en règle contre le Premier ministre sur l'augmentation de la taxation du pétrole, enfin du diesel en l'occurrence. Sur l'essence et sur le gasoil. Merci, Monsieur le Président. Voilà, c'est là aussi, comme son collègue socialiste Régis Juanico tout à l'heure, Christian Jacob, qui soulève la question du pouvoir d'achat. Et comme il est président de groupe, c'est le Premier ministre en personne qui va lui répondre. Monsieur le Président Jacob, merci d'évoquer la belle ville du Havre. C'est toujours avec plaisir
qu'elle est évoquée dans cet hémicycle. J'observe d'ailleurs que beaucoup de gens qui citent maintenant Le Havre en exemple oubliaient de mentionner cette ville il fut un temps. Je vous remercie de contribuer à sa notoriété. Ça me fait plaisir et je vous en remercie très sincèrement. Ah, il est bon, Édouard Philippe. Il est vrai que Le Havre est une ville populaire. Sauf pour tenir son micro. Il est vrai que Le Havre est une ville populaire. Il est vrai que Le Havre est une ville où, comme partout en France, les gens, pour aller travailler, utilisent parfois un véhicule individuel. Bien sûr, parfois ils peuvent ne pas l'utiliser, parfois ils doivent l'utiliser. Nous savons tous que cela arrive partout en France, dans les villes et dans les campagnes, peut-être évidemment un peu plus encore dans le monde rural, où la densité de transport en commun est bien entendu beaucoup plus faible. Nous avons fait le choix, Monsieur le Président Jacob, de mettre en œuvre une fiscalité écologique. Nous avons fait le choix de dire que nous devions, dans toute la mesure du possible, et ça ne se fait jamais en un jour, et nous le savons parfaitement, mais dans toute la mesure, décarboner l'économie et probablement encore plus vite les transports. Pour ce faire, nous devons, dans le même temps, et jamais de façon instantanée, car c'est long et c'est difficile. Et au fond, tout le monde le sait. Les élus locaux le savent parfaitement. Les élus locaux ont parfaitement compris qu'il fallait développer les transports en commun dès qu'ils le pouvaient, parce que c'était mieux pour la pollution de l'air, pour limiter la pollution de l'air, et parce que ça offrait une qualité de vie qui était bien supérieure. Ils le font donc partout, et vous savez, Monsieur Jacob, puisque vous êtes très attentif au développement local, que dans toutes les villes, on a tenté de développer les transports en commun, parfois en construisant des tramways, parfois en développant les services de bus. Il n'empêche, nous avons fait le choix de décarboner l'économie dans toute la mesure du possible, et probablement au sein des transports d'aller encore plus vite. Ça passe par quoi? Ça passe par plusieurs choses. D'abord, Édouard Philippe, donc, il parle de cette fiscalité écologique en parlant de l'économie décarbonée, inciter les Français à abandonner leurs véhicules polluants en taxant plus fort le diesel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat de cette mesure? Et sur le développement des transports quotidiens et sur le développement des transports en commun, y compris dans les zones peu denses. Il est donc parfaitement logique que cela soit au cœur de notre politique. Deuxièmement, oui, un prix du carbone. Oui, nous voulons faire en sorte de diminuer l'usage du diesel en France. Il se trouve, Monsieur Jacob, vous le savez parfaitement, vous y avez comme beaucoup d'autres et comme moi d'une certaine façon contribué, puisque ça a été 40 années d'action publique. Nous avons en France favorisé le recours au diesel en créant une fiscalité qui était avantageuse par rapport à la fiscalité du pétrole. Vous le savez, c'est un choix français qui a été fait pendant 40 ans. Et vous savez, Monsieur Jacob, que ce choix s'avère, 40 ans après, probablement un choix contestable. Parce que le diesel pose des sujets en matière de pollution de l'air. Et parce que cette dépendance que nous vivons au pétrole et aux pays qui produisent le pétrole n'est évidemment pas saine. Et donc notre objectif, c'est de créer une augmentation, c'est vrai, du prix du carburant, de faire en sorte qu'elle soit prévisible, de faire en sorte qu'elle soit progressive et de faire en sorte qu'elle soit accompagnée. C'est le troisième volet de notre politique sur lequel je reviendrai dans un moment. Mais permettez-moi, Monsieur le Président Jacob, pour être complet, permettez-moi de dire que le prix du pétrole actuel, que ce soit le gazole ou les différentes essences, a augmenté, c'est vrai, pour des raisons qui sont en partie, mais pas majoritairement, en partie liées à l'augmentation des taxes et en grande partie, très majoritairement, par l'évolution des matières premières, évolution des matières premières qui dépendent de facteurs dont ni vous, ni moi, ni personne dans cette Assemblée ne peuvent maîtriser les termes. Il faut donc accompagner cette... Édouard Philippe qui donc d'un côté assume l'augmentation des taxes sur le diesel et d'un autre côté fait remarquer à Christian Jacob que le prix du pétrole à la pompe dépend aussi des cours du pétrole mondiaux et que ça, c'est pas le gouvernement français qui les décide. Changer de système de chauffage pour passer du fioul à d'autres modes d'énergie soit moins cher, c'est évidemment libérer les consommateurs de cette dépendance au pétrole que de faire cela, et c'est accessoirement, mais pardon, ça n'est pas accessoire, c'est même essentiel, lutter efficacement contre la pollution de l'air et contre le réchauffement climatique. Et puis, nous allons continuer dans ce chemin, le Président de la République l'a indiqué ce matin, continuer à accompagner, dans toute la mesure du possible, ceux qui sont le plus affectés par cette augmentation de prix, et qui ne peuvent pas soit bénéficier des transports en commun, soit bénéficier pour l'instant des mécanismes d'accompagnement que nous avons créés. Et donc Édouard Philippe qui fait le service après-vente de l'interview sur Europe 1 ce matin d'Édouard Philippe en précisant donc les aides qui vont être apportées aux ménages modestes qui évidemment se prennent de plein fouet cette augmentation du prix du pétrole. Je sais que au fond de vous-même, Monsieur le Président Jacob, enfin je ne sais pas. Non, je ne sais pas ce qui se passe au fond de vous-même, Monsieur Jacob. Je ne prétends pas le savoir. Et d'ailleurs, c'est très bien ainsi. Mais je suis convaincu, Monsieur le Président Jacob, que comme moi,
Vous savez que cette question du dérèglement climatique et que cette question de la décarbonation de l'économie n'est pas un petit sujet. Et vous savez que c'est un sujet compliqué. Et comme vous aimez votre pays, comme vous avez le sens du temps et le sens de l'État, je suis certain que vous savez que nous ne pourrons décarboner l'économie qu'avec des mesures résolues, progressives, mais avec beaucoup de fermeté. Voilà, Édouard Philippe qui, encore une fois, donc faisait le service après-vente de l'interview ce matin d'Emmanuel Macron et qui essaye de faire face à la grogne du 17 novembre qui continue de monter. Yannick Favennec. La lutte contre le réchauffement climatique et la transition écologique sont des exigences absolues qui sont partagées sur tous ces bancs. Pour répondre à ce défi majeur, votre majorité a fait le choix d'augmenter le coût de l'énergie et notamment le prix des carburants et du chauffage. Cette décision, Monsieur le Premier ministre, est insupportable pour les Français, en particulier les plus modestes. Elle est également insupportable pour ceux qui vivent dans les territoires ruraux, montagnards ou insulaires et qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler, déposer les enfants à leurs activités sportives ou culturelles ou assumer leurs engagements bénévoles. C'est vrai au Havre, mais c'est encore plus vrai en Mayenne, Monsieur le Premier ministre. Elle est enfin insupportable pour les entrepreneurs qui n'en peuvent plus de cette fiscalité punitive, comme c'est le cas par exemple pour les agriculteurs ou les PME et TPE dans les travaux publics. Votre choix pourrait se comprendre seulement si l'intégralité des taxes perçues permettait de financer la transition écologique, ce qui n'est pas le cas. Et voilà, Yannick Favennec qui fait référence à ce qu'on disait tout à l'heure, à ce que quelqu'un disait tout à l'heure sur le chat, à savoir que l'intégralité de la taxation du pétrole ne va pas en direction des politiques écologiques. Que ça va d'abord dans le budget de l'État qui ensuite redistribue, mais pas intégralement à l'écologie. Pourrait consister à augmenter les aides aux Français les plus fragiles pour l'achat de nouvelles voitures plus propres afin de remplacer progressivement les véhicules les plus polluants. Monsieur le Premier ministre, entendez ce cri d'alarme. Vous êtes en responsabilité. Il vous appartient donc de sortir de cette crise qui fragilise la cohésion sociale, accentue la fracture territoriale et n'apporte en réalité aucune réponse à l'urgence écologique. Yannick Favennec, qui est député de la Mayenne, qui est membre du groupe Liberté et Territoire après avoir appartenu respectivement aux Républicains puis à l'UDI. Il est élu donc de Mayenne et il est directeur des relations extérieures de Boule France, une boîte d'informatique. Mesdames et messieurs, on écoute François de Rugy à nouveau, le ministre de l'écologie et de la solidarité, de la transition écologique et solidaire, pardon. En disant que la lutte contre le dérèglement climatique était une préoccupation qui était partagée sur tous ces bancs. Et je suis prêt à le croire, je ne peux que le souhaiter et m'en féliciter. Je sais aussi d'expérience que entre les discours et les actes, il y a un chemin à parcourir et que ce chemin est parsemé d'embûches. Je prends le parti que vous êtes prêts à emprunter ce chemin avec nous. Et pour cela, déjà, soyons précis. Vous avez parlé des agriculteurs. Et là, je veux tout de suite dire que vous avez commis une petite erreur, car en ce qui concerne les agriculteurs, ça a été d'ailleurs voté dans la première partie du budget. Les agriculteurs ne sont pas taxés sur le gasoil, c'est ce qu'on appelle le gasoil non routier, et autant, c'est vrai, ça a été augmenté pour certaines entreprises, pour certaines machines, autant les agriculteurs en sont entièrement exonérés. Cela représente François de Rugy qui rappelle que le pétrole dans les tracteurs n'est pas taxé comme du pétrole dans une voiture. Et c'est pareil pour les bateaux de pêche, je crois. Et que dorénavant, ils n'auront plus à avancer cette somme. Donc les agriculteurs de France bénéficieront de 250 millions d'efforts de trésorerie fournis par l'État. Donc soyons précis. Et les pêcheurs, j'entends aussi, sont totalement exonérés aussi du gasoil non routier. Donc il faut être précis. Sinon, on va induire... Mais il m'entend quand je parle, François de Rugy ? Et sur c'est impressionnant. Vous le savez, puisque vous Vas-y François, parlé, écourte un peu par contre ta réponse. Changement de voiture, plus de 250 000 véhicules achetés, 250 000 automobilistes ont pu changer de voiture grâce à la prime à la conversion. Nous allons poursuivre en 2019, amplifier, l'élargir s'il le faut, et les financements seront là pour accompagner les Français à changer de voiture. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à voilà, François de Rugy qui termine sa réponse en disant qu'il y a toujours la prime à la conversion qui permet de vendre sa vieille bagnole contre une voiture moins polluante et plus moderne. André Chassaigne, le président du groupe Gauche démocrate et républicaine. Communiste, en gros.
Monsieur le Premier ministre, le gouvernement est régulièrement interrogé sur les mesures en faveur des personnes en situation de handicap. Les réponses apportées valorisent les mesures adoptées et celles annoncées lors du comité interministériel sur le handicap. Nous apprécions toute avancée, notamment quand elle concerne une citoyenneté accrue. Mais dans le même temps, Monsieur le Premier ministre, certains choix politiques vont à l'encontre du volontarisme affiché. Vous dites augmenter l'allocation d'adultes handicapés, mais vous neutralisez cette augmentation en n'indexant plus la hache sur l'inflation. Vous la rabotez même par des mesures pénalisantes et vous rejetez la proposition de loi de Marie-Georges Buffet visant à ne pas prendre en compte les ressources du conjoint dans les bases de calcul. Dans le même temps, vous créez un quota de logements accessibles aux personnes en situation de handicap en abaissant le seuil à 20% seulement des logements neufs dans les immeubles collectifs au lieu de 100% actuellement. Dans le même temps, un décret du 18 mai 2018 supprime la prise en charge par l'assurance maladie des transports des patients hospitalisés en continu ou en longue durée qui reviennent pour un court séjour en famille. Pensez-vous que des parents aux revenus modestes pourront alors prendre en charge le transport sanitaire de leur enfant handicapé vivant en centre médical spécialisé? Un moment de vie normale, de bonheur rare, rayé du quotidien pour alléger les charges de la sécurité sociale. Monsieur le Premier ministre, est-il acceptable que l'obsession de réduction des dépenses publiques conduise à remettre en cause, notamment pour des personnes handicapées, les droits aussi fondamentaux que sont un revenu correct, un logement adapté, des moments en famille, en un mot, remettent en cause le droit au bonheur? André Chassaigne, donc, qui fait une charge contre le gouvernement et plus précisément contre sa politique sur la question du handicap. Alors il y a une partie où il pénaille un petit peu en disant qu'en fait le gouvernement a un double discours un petit peu là-dessus, sur la question du handicap. Et c'est Édouard Philippe en personne qui va lui répondre. Je vous remercie pour cette question. Vous évoquez la question du handicap. C'est un sujet qui est au premier rang de nos priorités. Il y a 2 semaines, j'ai tenu un comité interministériel consacré à cette question avec Madame la secrétaire d'État. Et nous avons souhaité tirer les conséquences d'un certain nombre de travaux qui avaient été produits et qui nous semblent devoir être utilisés pour... Oui, absolument, Diche. C'est normal que le Premier ministre réponde en personne à André Chassaigne, puisqu'André Chassaigne est président du groupe GDR. Les travaux du député Adrien Taquet. Il se trouve, Monsieur le Président, qu'à l'occasion de ce dernier comité interministériel, nous avons annoncé notre décision, les décisions relatives à la citoyenneté. Vous les avez mentionnées en vous en félicitant, je vous en remercie. Permettez-moi d'aller un peu plus loin en évoquant la possibilité de faire en sorte que le droit de vote et le droit de se pacser, le droit de se marier ne soient pas, comment dirais-je, mis de côté à la faveur de procédures judiciaires qui peuvent s'expliquer, mais qui n'ont plus leur place et qui ne rendent pas aux personnes en situation de handicap ou aux personnes en situation de tutelle la totalité des droits dont ils doivent pouvoir disposer. De ce point de vue-là, nous allons proposer des avancées qui sont notables, je tiens à le dire. De même, dans la façon de vivre, nous avons indiqué que lorsque la situation de handicap était durable, voire n'avait pas vocation à être modifiée, il convenait de faire en sorte que cesse cette très mauvaise habitude ou ces très mauvaises procédures qui conduisent la personne en situation de handicap ou sa famille, son entourage, ceux qui l'accompagnent, à réitérer l'ensemble des procédures qui permettent de justifier d'une situation de handicap, ajoutant au handicap une forme de parcours du combattant administratif qui n'a plus sa place dans la société actuelle et que nous voulons faire cesser. Je me permets de l'indiquer, Monsieur le Président, car vous savez parfaitement combien ces changements-là, qui peuvent être regardés avec un peu de hauteur peut-être par ceux qui ne connaissent pas la situation, sont en vérité essentiels. Vous évoquez, Monsieur le Président... Édouard Philippe, donc, qui met en avant le travail du gouvernement sur la question de la facilitation des démarches au quotidien des personnes en situation de handicap. Qui m'anime, que celui, dans toute la mesure du possible, d'équilibrer enfin les comptes. Car si ne pas avoir le souci de la dépense publique ou de l'équilibre suffisait à faire le bonheur, vous avez évoqué cette question, alors, depuis 44 ans, tout serait réglé en France. Et la vérité, Monsieur le Président, c'est que ça fait 44 ans que nous vivons un déficit budgétaire et que beaucoup des sujets, y compris ceux qui vous animent, y compris cette question du handicap, n'est pas réglée. Et donc, permettez-moi d'assumer le fait que penser à l'équilibre budgétaire, penser
à l'avenir budgétaire de notre pays n'est pas non plus quelque chose qui serait simplement de l'orthodoxie budgétaire ou de la non prise en compte de ce droit au bonheur que vous évoquez. C'est un sérieux dans la gestion de l'argent public que j'assume assez bien, parce que je crois qu'au fond, c'est ce que nos concitoyens nous demandent. Nous allons faire des efforts budgétaires considérables. Ouais, en gros, Édouard Philippe, il dit dans des termes extrêmement habiles politiquement que c'est bien gentil de faire larmoyer dans les chaumières en parlant du handicap et des pauvres personnes handicapées, mais les conditions budgétaires sont aussi à maintenir et on ne peut pas à la fois avoir une politique de maintien du budget et une politique d'expansion de la dépense publique. Il faut faire des choix et Édouard Philippe, il l'assume, son choix. Sur le quinquennat. Ça n'a rien d'accessoire, c'est même tout à fait important et c'est indispensable de le faire. Nous l'avons décidé et l'Assemblée nationale l'a voté. De même, la fusion de la CMU-C et de l'aide à la complémentaire santé va considérablement améliorer l'accès aux soins des personnes handicapées. La création du forfait d'intervention précoce, Monsieur le Président Chassaigne, pour mieux prendre en compte les jeunes enfants diagnostiqués ou pré-diagnostiqués en situation d'autisme. Voilà une transformation majeure, financière et pratique majeure qui va permettre d'accompagner un certain nombre de jeunes enfants dans des conditions bien meilleures que celles qui prévalaient jusqu'alors. L'aide à la garde d'enfants avec une majoration de 30% du complément du mode de garde pour les parents faisant garder leurs enfants handicapés et un soutien renforcé aux crèches qui ouvrent des places dédiées aux enfants handicapés. Le soutien aux entreprises adaptées et à l'emploi accompagné dont le budget augmente, Monsieur Chassaigne, puisque vous me posez la question de l'argent, va augmenter de 40% en 2019. Tout ça, ce ne sont pas des petites mesures, ce sont des mesures importantes. Il y en a d'autres, elles sont en discussion dans le cadre du projet de loi de finances et j'espère que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, nous saurons, le cas échéant, nous rejoindre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Voilà Édouard Philippe qui dit assumer ses choix budgétaires tout en portant un certain nombre de mesures en faveur des personnes handicapées. Monsieur le Président, Alexandra Louis. chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. J'y associe Cathy Raconbouzon, Saïd Hamada et Claire Pitola, députée de Marseille. Et hier, 3 immeubles se sont effondrés au cœur de Marseille, emportant dans leur chute des habitants qui ont eu le malheur de se trouver tout simplement chez eux. Cette tragédie restera gravée dans la mémoire et le cœur meurtri des Marseillais. Nos pensées vont aux personnes frappées par ce drame et à leurs proches. Notre reconnaissance va au bataillon des marins-pompiers, aux sapeurs-pompiers, à la police et aux forces de l'ordre qui sont intervenus dès les premiers instants de la catastrophe et qui travaillent sans discontinuer sur le site depuis hier avec dévouement et professionnalisme. Aujourd'hui, les Marseillais sont partagés entre tristesse et colère. Et nous les comprenons car, par l'horreur et par l'absurde, ce drame éclaire sous un jour éclatant la situation de l'habitat à Marseille. 13% des logements marseillais entrent potentiellement dans la catégorie de l'habitat indigne. Alors que vous voyez un autre député marseillais, Jean-Luc Mélenchon, qui écoute sa collègue Alexandra Louis parler de cet effondrement terrible, tragique même. Profite de la misère en louant à des prix élevés de véritables taudis à ceux qui, trop faibles, n'arrivent pas à défendre leurs droits. Nous devons poursuivre ceux qui les exploitent et aider et reloger les victimes. Cet été, une mère de famille a été victime d'un traumatisme crânien du fait de l'écroulement d'un plafond de sa salle de bain sur le parc Corot. Aujourd'hui, 3 mois après cette date, cette personne et ses 2 enfants de moins de 3 ans sont toujours dans le même logement. Julien de Normandie, alors secrétaire d'État, a lancé le 12 octobre dernier à Marseille l'initiative copropriété. Cette initiative de 3 milliards a été saluée par de nombreux élus. Elle vise à travailler en étroite collaboration avec toutes les collectivités territoriales pour cerner les caractéristiques de chaque problème local. Nous nous engageons sur un long chemin semé d'embûches, mais nous nous battrons, Monsieur le Ministre, pour améliorer... Alexandra Louis, elle est avocate au barreau de Marseille. Elle est nouvelle en politique, elle a été élue En Marche en juin 2017. Quelles sont les actions qui vont être mises en œuvre pour une lutte efficace contre l'habitat indigne afin que plus jamais une telle situation ne puisse se reproduire. Voilà, donc elle pose la question globalement de l'habitat indigne suite à ce terrible effondrement qui a fait 3 morts, je le rappelle, 2 morts, pardon, à Marseille. Madame la députée. C'est Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui lui répond. En plein cœur. Et dès hier après-midi, Julien de Normandie, dès hier soir, nous étions présents aux côtés à la fois des marins-pompiers, des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône et du département du Vaucluse, mais aussi de près de 150 policiers, gendarmes mobilisés pour assurer la sécurité du site.
Et nous les avons accompagnés hier soir. Ils ont travaillé toute la nuit, ils travaillent aujourd'hui encore. D'abord avec des moyens mécaniques, mais aujourd'hui, chaque intervention est minutieuse. Et au moment où je vous parle, un troisième corps a été retrouvé dans les décombres. Aujourd'hui, vous avez raison. L'interrogation principale qui se pose est d'abord de poursuivre les investigations pour tenter de sauver des vies. Dans les quelques heures qui viennent, il y a peut-être la possibilité encore de trouver des personnes vivantes sur ce site. Et je sais l'abnégation, l'engagement, le courage de nos forces de sécurité civile et l'expérience aussi, hélas acquise, qui doit permettre de conserver l'espoir. Mais en même temps, il faut s'interroger. Il faut s'interroger sur les dispositifs tels que vous les avez évoqués. Et il est vrai que, au-delà de l'émotion que chacun partage sur ces bancs, et nous étions nombreux, toutes couleurs politiques présentes dans cet hémicycle, aux côtés de nos sapeurs-pompiers, les questions qui se posent est effectivement celle de constater que Marseille est confrontée dans son centre-ville à une situation d'habitat extrêmement dégradée. Nous avons demandé... Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Marseille, et notamment dans le centre-ville de Marseille, mais c'est vrai que les immeubles ne respirent pas la solidité. L'habitat indigne, la politique de lutte contre l'habitat indigne. Mais c'est un vrai sujet vachement intéressant. De police municipale. Mais il faut, au-delà du diagnostic, aller plus vite et plus loin. Et vous avez voté, mesdames, messieurs les parlementaires, il y a quelques jours, la loi Elan. La loi Elan vise à simplifier toutes les procédures qui permettent de faire en sorte qu'on ne mette pas 10 ans, et j'ai été maire et confronté à ce sujet, 10 ans pour faire en sorte de lutter activement contre l'habitat indigne. Donc Christophe Castaner qui, de manière assez habile, remet en avant la loi Elan sur le logement en disant que, écoutez, oui, c'est terrible ce qui s'est passé à Marseille, n'empêche qu'on vient de voter une loi qui va permettre d'aller plus vite. Permettez-moi de vous rappeler qu'aujourd'hui, 6 novembre, 15h35, alors que l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes persiste, cela signifie qu'à travail équivalent et à compétences égales, une femme travaillerait gratuitement par rapport à un homme, ce qui, je le rappelle, est illégal depuis la loi du 22 décembre 1972. Ça sort d'où, ça? Pourquoi le président de l'Assemblée dit des trucs comme ça? C'est absurde. Enfin, je dis pas qu'il a tort, hein, mais je comprends pas pourquoi en pleine séance de questions au gouvernement, il fait une parenthèse. Le combat continue et la parole est à Madame Emmanuelle Antoine. Ah, j'avais jamais vu ça. En 3 ans, j'ai jamais vu ça. C'est très bizarre. Mais bon, le sujet est intéressant. Emmanuelle Antoine, on l'écoute. Chers collègues, Monsieur le Premier ministre, ravi de prendre la parole en ce moment historique de l'année. Votre ministre du Budget, Monsieur le Premier ministre, fait des pieds et des mains pour persuader les Français que leur pouvoir d'achat augmente. Mais qui croit encore aujourd'hui que son pouvoir d'achat augmente? Les 3/4 de nos compatriotes ont le sentiment que leur pouvoir d'achat a baissé cette année et vous voulez leur faire croire qu'ils n'ont rien compris? La vérité, c'est que les Français sont à bout et que leur pouvoir d'achat est au plus bas. Ils ont subi ou vont subir la baisse des APL, la hausse de la CSG, la désindexation des pensions de retraite et des allocations familiales, une hausse de la taxe d'habitation alors que celle-ci devait baisser et désormais une augmentation dramatique du prix des carburants. Aujourd'hui, le compte n'y est pas pour nos concitoyens, surtout à la fin du mois. Les études s'accumulent pour montrer que les classes moyennes et populaires ont perdu en pouvoir d'achat avec la fiscalité de ce gouvernement. Tout cela parce que vous avez décidé de stigmatiser toute une catégorie de Français. Ce sont tous les laissés pour compte de votre politique, ceux qui pour vous ne sont pas assez modernes, pas assez urbains, pas assez mondialisés, pas assez écolos, et que le porte-parole de votre gouvernement a insulté au point de faire honte à François Bayrou. On explique aux Français qu'on taxe les carburants pour récompenser le travail. Mais les retraités qui ont travaillé toute leur vie, jusqu'à 40 heures par semaine... Décidément, Benjamin Griveaux, il s'en prend plein la tronche depuis tout à l'heure. Rongés par la hausse de la CSG, l'inflation et la future hausse des mutuelles. C'est parce qu'il a attaqué Laurent Wauquiez, donc du coup l'opposition de droite réplique. En moins à payer, mais c'est pas faux. Plus à la pompe pour pouvoir se rendre à leur travail tous les jours. Car oui, quand vous taxez les carburants, vous taxez en réalité le travail pour tous ceux qui doivent forcément s'y rendre en voiture. Et donc on sent que les Républicains, ils sont pas sur une technique du pivert, mais c'est pas très très loin. En tout cas, il y a un sujet sur lequel ils ont l'intention de poser l'intégralité de leurs questions aujourd'hui. C'est le pouvoir d'achat et l'augmentation du prix du carburant. Emmanuelle Antoine, députée de la Drôme, qui est avocate au barreau de Valence. Et elle a terminé son temps de parole. Et c'est François de Rugy. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. Ah non, pardon. Merci, Erreur de ma part. Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lantoine. C'est Olivier Dussault qui va répondre. Madame la députée,
je suis au regret de vous dire que votre question aurait pu être posée la semaine passée. Je vous aurais fait la même réponse, vous ne m'auriez pas forcément cru. Vous avez choisi de la poser cette semaine, je vais vous répondre par des faits. Des faits extrêmement simples. Cette semaine, vous savez, puisque vous interrogez vos administrés, vos électeurs de la circonscription de la Drôme, vous savez que les salariés ont vu la baisse des cotisations salariales et que ça s'est traduit par une augmentation de leur salaire net. Ça se traduit surtout par 500 millions d'euros de plus pour les ménages de ce pays. Cette semaine, Madame la députée, vous savez que plus de 80% des ménages de votre circonscription, comme de l'ensemble des ménages français, ont vu la taxe d'habitation baisser de 30%. Et que ça représente aussi un gain moyen de presque... Ouais, en gros, on est vraiment dans un dialogue de sourds. La technique du pivert, je rappelle pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est quand un groupe politique, notamment l'opposition, décide de marteler un seul sujet à l'occasion d'une séance de questions au gouvernement et de ne poser que des questions sur ce sujet-là pour bien mettre la pression sur le gouvernement. Ça veut pas dire que les autres sujets sont moins importants, mais c'est que là, il y a une volonté de mettre vraiment l'accent là-dessus. Olivier Dussopt, donc, qui dit dans un dialogue de sourds, puisqu'en gros, il est en train d'expliquer à Emmanuel Antoine, la députée, en gros, ce qu'ont expliqué ses prédécesseurs avant lui, c'est-à-dire que, certes, les Français payent plus cher à la pompe, mais il y a tout un tas d'autres trucs que fait le gouvernement en faveur du pouvoir d'achat. Les minima sociaux, que ce soit le minimum vieillesse, la prime d'activité ou encore l'allocation adulte handicapé, etc. C'est un peu en boucle, hein, comme... du prix des carburants. Enfin, de la même manière que l'opposition est en boucle sur le même sujet, le gouvernement est en boucle sur la même réponse. Donc, Le président de la République ce matin, lorsqu'il invite le gouvernement à faire en sorte de mieux accompagner celles et ceux qui travaillent. Je ne doute pas, Madame la députée, aussi, que vous serez fidèle aux propositions élaboré par certains membres de votre parti qui proposent la mise en place d'un chèque énergie. C'est un signe de cohérence que je veux saluer. Le chèque énergie que vous proposez ne coûte pas moins de 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros que vous ne savez pas comment financer, à moins que vous soyez resté sur la même proposition que celle que vous défendiez pendant l'élection présidentielle, c'est-à-dire augmenter la TVA à tous les Français de 2 points. C'est ce que vous proposez pour financer... Voilà, Olivier Dussopt qui finit sa réponse en s'en prenant à la proposition des Républicains de créer un chèque énergie qui, d'après lui, coûte 15 milliards en disant la démagogie, ça va 5 minutes. Mais ça, c'est de la politique, j'ai envie de dire. Monsieur Mohamed Lakila. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, en France, en 2018, des immeubles s'effondrent en plein centre-ville. À Marseille, deuxième ville de France, des gens meurent encore sous les décombrements d'immeubles insalubres. L'horreur, titrait aujourd'hui le journal La Provence, après l'effondrement de 3 immeubles dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Les dernières fouilles font état de 3 corps retrouvés morts et le bilan risque de s'alourdir. Mohamed Lakila, c'est le hasard, hein. Il est député des Bouches-du-Rhône, donc vraiment pas loin de Marseille, et en même temps, il est membre du groupe d'études sur l'enjeu des rénovations des quartiers et d'habitat dégradés. L'intervention de forces Comme quoi de sécurité, de police, de gendarmes, des marins-pompiers de Marseille et du SDIS. Je précise que Mohamed Lakila, il porte sur le revers de sa veste un bleuet, le bleuet qui est le symbole de la mémoire des anciens combattants de la Grande Guerre 14-18. Vraiment imprévisible. Élus, logeurs, experts, tous vous diront qu'ils savaient que cela arriverait. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 40 000 appartements et près de 100 000 Marseillais seraient concernés par l'insalubrité et l'habitat dégradé. Et près de 6 000 des 20 000 copropriétés phocéennes sont qualifiées de fragiles. Vous avez annoncé les mesures prises par le gouvernement en faveur de la transformation et de la rénovation des propriétés vétustes. Notre Assemblée avait d'ailleurs voté dans la loi de finances pour 2018 le doublement de l'ANRU à hauteur de 10 milliards d'euros. Alors pourquoi tant de lenteur ? Car il y a eu urgence. L'ANRU, je rappelle que c'est l'Agence nationale pour le renouvellement urbain. Des personnes devront encore être sacrifiées pour pousser les acteurs concernés à entreprendre rapidement des travaux de rénovation urbaine et les destructions d'envergure dans les territoires concernés. Quelles mesures d'urgence pour lutter contre ce fléau qui, encore en 2018, en France, tue les plus démunis? Il en va de la dignité de nos concitoyens. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Et c'est le ministre de l'Intérieur à nouveau qui va s'exprimer sur ce sujet. Après, je le rappelle, l'effondrement de 3 immeubles à Marseille qui en fait 3 morts. Vous avez tenu à rappeler l'engagement de nos forces de sécurité et évidemment, vous avez tenu à évoquer notre émotion collective et nos pensées pour les victimes. Ce que je voudrais vous dire, monsieur le député, c'est qu'il n'existe pas, ou très peu, en France, de villes anciennes
qui ne connaissent pas ce type de fragilité. Fragilité structurelle, mais fragilité aussi dans le mode de gestion, avec la multiplication. Là, c'est pas la mairie de Marseille qui n'a pas fait son taf, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il n'y a pas que la mairie, il n'y a pas que la municipalité qui est responsable dans la lutte contre l'habitat insalubre, il y a aussi l'Agence nationale du renouvellement urbain, il y a aussi la préfecture. Je viens de Normandie, en particulier dans la loi Elan. Mais c'est vrai que Marseille est particulièrement touchée. Je voudrais compléter ma réponse de tout à l'heure en rappelant que près de 6 000 copropriétés ont été identifiées à Marseille, soit près de 40 400 logements. À quoi sert ce mec? Ce mec, tu vois, il s'appelle Christophe Castaner, il est ministre de l'Intérieur, donc en plus de s'occuper des forces de police, il s'occupe aussi de l'organisation, disons, des forces de la République dans les territoires, et donc il est le chef de tous les préfets de France. Et comme les préfets interviennent dans le cadre de l'ANRU sur le renouvellement urbain et la lutte contre l'habitat insalubre, et ben c'est normal que ce soit Christophe Castaner qui réponde à cette question qui d'ailleurs en plus engage la sécurité des Français. La boucle est bouclée. Un plan de réalisation d'un audit immeuble par immeuble pour faire en sorte qu'avec la ville de Marseille soit mené un programme ambitieux de préservation des conditions de sécurité avant d'envisager des aménagements nécessaires. Dans le même esprit, le Premier ministre a demandé au préfet de région de préparer un contrat de métropole et nous avons souhaité qu'une des premières priorités de ce contrat de métropole porte sur les questions de rénovation urbaine pour faire en sorte que ce soit une priorité absolue à ce programme. Et puis effectivement, il faut une mobilisation, celle de la ville de Marseille qui est d'abord responsable, mais aussi celle de l'État. Et Madame Alexandra Louis a rappelé tout à l'heure que Julien de Normandie était il y a un mois présent à Marseille pour lancer un plan d'action de 3 milliards d'euros pour de la rénovation urbaine. 3 milliards d'euros à Marseille, merci, parce que cette ville en a besoin. La parole est à Monsieur Philippe Gomès. Allez, c'est au tour de Philippe Gomès, député calédonien. La question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. C'était une journée particulière. Et Monsieur le Premier ministre, vous nous avez rejoints dès le lendemain. Les Calédoniens sont très reconnaissants que le gouvernement ait marqué par sa présence l'importance de ce moment. Le 4 novembre 2018, la Nouvelle-Calédonie a choisi souverainement son destin. Et le peuple calédonien a été à la hauteur de ce rendez-vous avec son histoire. À la hauteur par une campagne qui a été digne et responsable, alors que l'enjeu était d'une grande gravité, à la hauteur par une participation exceptionnelle, 81% de votants, ce qui confère au résultat de la consultation une vraie légitimité, à la hauteur par la... 81% de votants, c'est pas mal, hein. Puisqu'une forte majorité, plus de 56% des suffrages exprimés, a décidé de continuer à inscrire l'histoire de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République. À une souveraineté imposée, c'est à l'issue de l'acte de prise de possession du 24 septembre 1853, vient de succéder ce 4 novembre 2018 une souveraineté démocratiquement choisie, issue des urnes. Le lien de souveraineté qui unit nos deux pays est désormais refondé. Je crois que nous devons rendre hommage au pari sur l'intelligence fait par Jacques Lafleur, Jean-Marie Tjibaou et Michel Rocard. Jacques Lafleur, Jean-Marie Tjibaou, c'était les deux belligérants, si je puis dire, entre les Kanaks d'un côté et les Caldoches de l'autre, en 1988, au moment des accords de Matignon, et les accords de Matignon avec le Premier ministre Michel Rocard, qui a donc lancé ce processus de paix avec notamment la décision de faire un référendum. En 2018, à l'époque c'était dans une éternité, et ben c'était dimanche dernier ce référendum, et Philippe Gomès, le député de Nouvelle-Calédonie, se félicite de ce résultat. Il vient de dire une phrase très intéressante, après la souveraineté subie, on a la souveraineté choisie. Garantie, mais du moins ses modalités de mise en œuvre en ce qui concerne les délais. Monsieur le Premier ministre, dans cette perspective, est-ce que vous envisagez d'inscrire cette question à l'ordre du jour du prochain... Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Et c'est à nouveau donc le Premier ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, qui va répondre à la question de Philippe Gomès sur la suite du processus des accords de Matignon. Je le disais tout à l'heure, et vous l'avez remarquablement dit, la Nouvelle-Calédonie a voté. Elle a voté clairement, massivement, sereinement. Ce vote, cet superbe exercice démocratique, il vient valider les 30 années de travail effectuées par les forces politiques, par toutes les forces politiques de Nouvelle-Calédonie et par tous les gouvernements successifs de la République. Elle vient valider l'engagement de femmes et d'hommes, parfois au péril de leur vie. Elle vient valider un engagement tout à fait admirable que j'évoquais tout à l'heure, mais sur lequel je veux redire un mot. J'ai été particulièrement frappé
à l'occasion de ce déplacement rapide en Nouvelle-Calédonie, par l'engagement, le véritable engagement de l'ensemble de ceux qui ont concouru à l'organisation de ce scrutin, et même à l'organisation de la campagne. Je veux dire combien le travail des 250 délégués qui avaient été envoyés en Nouvelle-Calédonie, magistrats... Voilà, là encore Édouard Philippe qui tresse des lauriers à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation du scrutin. Évidemment, c'était une grosse mobilisation en Nouvelle-Calédonie. Et rappelez-vous, on l'avait vu sur Acropolis en direct, c'était compliqué de boucler la liste des participants au référendum, des inscriptions sur les listes électorales. C'était pas simple. Les membres de la commission de contrôle présidée par M. Lamy, les membres du comité des sages que nous avions créé pour que la campagne respecte un certain nombre d'exigences en termes de dialogue. Je voudrais saluer le rôle qu'a joué le président Jean Lec, maire honoraire de Nouméa, qui a su, au moment où c'était nécessaire, rappeler quelles devaient être les limites dans le respect et dans l'humilité de ceux qui s'expriment dans cette campagne. Il a joué, lui et l'ensemble des membres de cette commission, un rôle particulier et utile, je veux les saluer. Et puis, le scrutin s'est bien passé et le résultat qui a été donné par cette consultation n'est contesté, monsieur le député, par personne. Il est là. Il exprime la volonté des électeurs de Nouvelle-Calédonie. Et personne ne peut faire comme si ce vote était accessoire. Il est essentiel. Vous dites qu'il est une forme de souveraineté démocratiquement choisie. Je me retrouve dans ces propos. C'est un moment essentiel pour l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Édouard Philippe qui s'est particulièrement personnellement impliqué dans cette question de la Nouvelle-Calédonie. Je crois que dès sa prise de fonction, il s'est rendu en Nouvelle-Calédonie pendant longtemps. Le président de la République aussi en personne s'est rendu en Nouvelle-Calédonie. Il a reconnu la responsabilité de la France dans les affrontements avec les indépendantistes. Que sous certaines conditions, un deuxième puis un troisième référendum puisse être demandé par un tiers du Congrès à certains moments de la vie démocratique de la Nouvelle-Calédonie. Ces accords nous lient et il n'y a aucune raison, sauf à constater un consensus très fort de l'ensemble des forces politiques en Nouvelle-Calédonie, il n'y a aucune raison de s'en écarter. Si un consensus très fort s'exprimait, nous le prendrions en compte, comme en 1998 a été pris en compte un consensus très fort des forces politiques pour modifier ou compléter l'accord de Matignon par l'accord de Nouméa. Mais s'il n'y a pas un consensus très fort, alors ces accords nous lient car ils sont la base sur laquelle nous construisons l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. De façon très logique, j'ai proposé à l'ensemble des membres du comité des signataires de se réunir à Paris au mois de décembre pour laisser le temps à l'ensemble des forces politiques d'analyser ces résultats, d'en mesurer les implications, de discuter avec la base électorale qui les désigne, pour qu'au milieu du mois de décembre, nous puissions tirer collectivement les enseignements de ce moment démocratique exceptionnel. Désolé. Se poseront évidemment des questions institutionnelles liées à l'organisation des référendums suivants si la demande en est faite. Devront être également posées des questions qui dépassent le cadre institutionnel, économique et social. J'ai eu l'occasion de le dire lors de mon déplacement en Nouvelle-Calédonie. J'ai été très sensible aux remarques que m'ont fait les étudiants de l'Université de Nouvelle-Calédonie et aux remarques qui m'ont été formulées à l'occasion de mon déplacement à Koné dans la province du Nord par le président de la province Nord. Nous aurons donc à débattre. Mais pour aujourd'hui, monsieur le député, je voudrais dire que la qualité de l'organisation du scrutin, l'engagement admirable des forces politiques de Nouvelle-Calédonie, la participation exceptionnelle à ce scrutin font qu'aujourd'hui, la France doit être incroyablement fière de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous êtes fier de la Nouvelle-Calédonie, vous qui nous regardez? Marie-Pierre Rixain. Alors que la parole est à Marie-Pierre Rixain. Ma question s'adresse à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. J'y associe mes collègues de la délégation aux droits des femmes. Nous sommes le 6 novembre 2018, il est un peu plus de 15h35, heure à partir de laquelle les Françaises travaillent gratuitement, et ce jusqu'à la fin de l'année, comme vous l'avez si solennellement rappelé, Monsieur le Président. Ces inégalités salariales sont humiliantes, décourageantes, insupportables pour toutes les femmes de notre pays. Anachroniques, contre-productives pour notre société. Elles reflètent des peurs anciennes fondées sur des préjugés et des stéréotypes qui n'ont pas lieu d'être. Voilà plus de 45 ans que le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est inscrit dans la loi. Pourtant, à travail égal et compétences égales, les femmes gagnent encore 25% de moins
que les hommes en France. Rien ne justifie ces écarts, absolument rien. Ces inégalités économiques, symptômes d'un mal plus grand, viennent fragiliser les femmes dans leur volonté légitime d'autonomie et d'indépendance. Nous nous devons d'endiguer les phénomènes de ségrégation qui font que les femmes exercent des métiers moins rémunérateurs et qu'au sein de leur profession occupent les emplois les moins payés. Marie-Pierre Rixain, députée En Marche, qui pose une question sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, ou plutôt les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Elle est consultante en communication, elle a 41 ans, mais surtout, elle est présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes à l'Assemblée nationale. Donc c'est parfaitement cohérent que ce soit elle qui pose une question aujourd'hui, jour symbolique, jour de l'inégalité entre le salaire, entre les femmes et les hommes, comme elle l'a expliqué au début de sa question. Madame la ministre, pouvez-vous nous présenter les actions engagées pour accélérer la marche vers l'égalité économique, intrinsèque à l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat? Merci Madame la députée. La parole est à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Et là aussi, c'est Marlène Schiappa qui va s'exprimer en ce jour symbolique. Madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, chère Marie-Pierre Rixain. Effectivement, si l'on prend une année comme référentiel, sur une année, il y a un salaire en moyenne pour un homme. Et le 6 novembre, à 15h35, symboliquement, eh bien, c'est là qu'en moyenne, le salaire des femmes s'arrête. Cette inégalité qui existe depuis des générations, elle est illégale depuis plus de 40 ans. Et ce gouvernement et cette majorité ont décidé de passer de la théorie à la pratique et d'agir concrètement pour mettre fin aux inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. C'est pour cette raison que la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a pris un certain nombre de mesures très importantes que vous avez votées dans le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, avec notamment la transparence dans les écarts de salaire. Les entreprises auront l'obligation de publier ces écarts de salaire entre les femmes et les hommes et 3 ans pour les résorber. Et le 22 novembre, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et moi-même annoncerons les modalités de calcul communes à ces entreprises. C'est un pas historique. Pour faire appliquer cette loi, il y aura également une augmentation des contrôles de l'inspection du travail. Nous passerons de 1700 à 7000. Qu'est-ce que vous pensez de cette obligation pour les entreprises de publier leurs indicateurs d'égalité salariale entre les femmes et les hommes? Le gouvernement travaille plus largement sur cette question en amont, notamment avec le secrétaire d'État Olivier Dussopt qui consulte les partenaires sociaux et proposera des mesures pour l'égalité professionnelle dans la fonction publique avec le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. Et nous étions ce matin avec la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, à l'Association des maires de France pour travailler plus encore sur l'amélioration de l'attribution des places en crèche parce que sans mode de garde, eh bien dans la plupart des couples, c'est la femme qui s'arrête de travailler. Pour terminer, je voudrais dire que cette inégalité entre les femmes et les hommes, elle est effectivement anachronique, intemporelle. Les femmes qui s'estiment discriminées peuvent saisir un syndicat, l'inspection du travail, le défenseur des droits ou la justice. Et j'en termine en disant que non, les femmes ne sont pas plus douées que les hommes pour faire le café ou prendre des notes, et les hommes pas plus doués que les femmes pour diriger. Merci Madame la ministre. C'était Marlène Schiappa donc, qui a fait la liste des actions qu'elle mène en matière de lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes en matière de salaire. De la santé, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, prévoyant un transfert sur le budget des établissements de santé des dépenses de transport de patients, est désormais effective. Cette réforme, initiée par Marisol Touraine et que vous faites vôtre, dont l'objectif officiel est de responsabiliser les hôpitaux et les cliniques, est très critiquée par les usagers, des associations, les ambulanciers et beaucoup de professionnels de santé. Les transporteurs sanitaires sur tout le territoire ont d'ailleurs entamé des grèves et des mouvements sociaux pour vous alerter. Muriel Ressiguet, donc, qui fait référence au mouvement notamment des ambulanciers hier qui ont bloqué la circulation en Ile-de-France. Les établissements de santé et entreprises de transport vont favoriser le monopole des entreprises les plus importantes aux dépens des petites structures à taille humaine. Vous dites vouloir favoriser, je cite, une meilleure adéquation entre le mode de transport et l'état de santé du patient. Mais dans les faits, cela se traduit par exemple par des personnes en situation de handicap hospitalisées qui sont invitées à s'acquitter elles-mêmes de leur transport. Cela représente des frais difficiles à assumer pour les patients ou leurs familles qui sont parfois contraints de ne pas ramener leurs enfants à la maison certains week-ends. Au-delà des risques pour la profession, c'est encore une rupture de notre modèle social que vous mettez en œuvre, car les patients seront pris en charge avec des délais et une qualité de service variable selon la société partenaire et le budget de l'établissement. Ces nouvelles dispositions se traduisent déjà
par l'augmentation des inégalités sociales et territoriales en santé. Madame la ministre, comptez-vous poursuivre cette politique d'austérité envers le monde de la santé? Que comptez-vous faire pour protéger le métier d'ambulancier, défendre les petites structures et préserver un accès de qualité pour les usagers sur tout le territoire? Je vous remercie. Muriel Resiguier, donc la députée insoumise, qui pose une question en lien avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale et de la politique vis-à-vis des partenariats entre le public et le privé, notamment des hôpitaux et des transporteurs privés. On écoute la ministre de la Santé et des Solidarités qui lui répond. Vous évoquez effectivement une réforme entrée en vigueur cette année, qui est l'article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale, qui vise à transférer dans le budget des établissements de santé les transports entre établissements, entre hôpitaux, de façon à ce qu'ils puissent rationaliser et mieux gérer leurs entrées et leurs sorties. Cet transfert de dépenses, qui est autour de 300 millions d'euros, soit 5%, uniquement 5% des budgets des transports aujourd'hui remboursés par l'assurance maladie, ne touche pas, et ce n'est pas une réforme qui touche les établissements. Ça coûte 300 millions. Donc, ça coûte 300 millions d'euros chaque année, les transferts entre établissements de santé de patients. A été augmenté de 10%. Et c'est que 5%. À pouvoir suivre l'augmentation des coûts des transports tels que nous la connaissons chaque année. Alors, vous pointez du doigt quelques difficultés ressenties par les familles au moment des permissions de sortie. Aujourd'hui, les règles encadrant les permissions de sortie sont inchangées. Lorsqu'elles sont pour raisons médicales ou pour des raisons organisationnelles, elles sont prises en charge aujourd'hui par l'assurance maladie. Elles ne sont pas à la charge des familles. Et les établissements de santé disposent du budget pour cela. Les facturations ne se font aux usagers uniquement s'il n'y a pas de fondement médical, et c'est déjà la règle aujourd'hui, il n'y a aucun changement. Les retours provisoires de patients pour des durées de 48 heures, c'est-à-dire du vendredi soir au lundi matin, ne sont pas des permissions de sortie, ils sont facturés à l'assurance maladie, comme c'était le cas auparavant. Alors nous sommes cependant très attentifs à la mise en œuvre de cette réforme. Un comité de suivi s'est tenu le 3 octobre dernier avec les fédérations hospitalières et avec les usagers. Il se tiendra tous les 2 mois. Il a déjà abouti à des préconisations pour les établissements de santé. Et puis nous allons au fur et à mesure répondre aux questions et aux difficultés ressenties. Et mon cabinet a rencontré hier les transporteurs qui manifestaient. Ah, très bien, le cabinet mobilisé pour rencontrer les gens qui gueulent. C'était Agnès Buzyn qui a répondu à Muriel Resiguier. La question s'adresse à Monsieur François Dorugy, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre, nous avons adopté il y a quelques jours la première partie du budget 2019, au sein duquel un accent particulier a été proposé à la transition énergétique et écologique. Nous le savons tous, l'urgence écologique est réelle et le besoin d'une transition sur tous nos territoires est absolument nécessaire dès maintenant. Il est encore temps d'agir. C'est pourquoi nous souhaitons tous poursuivre la mise en place d'une fiscalité écologique, et ce, afin de favoriser une convergence fiscale entre les carburants et lutter contre le réchauffement climatique. Mais le plus important est bien de rendre cette transition accessible à tous les Français. Le travail commun du gouvernement et de la majorité depuis 6 mois a permis de mettre en place de nombreux dispositifs, notamment le renforcement de la prime à la conversion en consacrant 570 millions d'euros pour le financement du bonus électrique et de la prime à la conversion, avec l'objectif d'accompagner toutes les catégories socio-professionnelles. Par ailleurs, nous nous félicitons que le président de la République ait écouté et pris en compte les alertes des Français et des députés quant à leur mobilité au sein de nos territoires. Il a clairement exprimé sa volonté d'y répondre. C'est pas une question choupa, ça. Qu'est-ce que vous racontez? Son souhait d'aider les plus modestes, avec notamment la généralisation de l'aide au transport sur tout le territoire. Barbara Bessot-Ballot, elle est députée donc de Haute-Saône, elle est directrice générale d'une boutique de thé, de café et de produits de Franche-Comté. Si c'est pas sympa, ça. Par la démagogie, Pour l'anecdote, son bureau à l'Assemblée nationale, c'est l'ancien bureau de François Fillon, mais c'est vraiment anecdotique. En tout cas, c'est intéressant parce que c'est une députée qui pose une question sur la question de la taxation du carburant, mais remarquez qu'elle n'axe pas sa question comme les opposants sur la question du pouvoir d'achat des Français, mais elle pose la question à François de Rugy, le ministre de la Transition écologique. Elle fait directement un lien entre l'augmentation des prix des carburants et l'incitation des comportements à avoir une économie décarbonée. Et donc François de Rugy qui s'exprime à nouveau sur le sujet. Député Bessot-Ballot. Je vous remercie d'abord de votre soutien et du soutien des députés de la majorité dans ces choix difficiles. Et je peux témoigner que hier soir, dans cet hémicycle, lorsqu'il s'est agi de voter
la prime à la conversion, parce qu'à un moment donné, il faut bien voter les mesures que l'on propose aux Français. Seuls les députés de la majorité l'ont fait, et il faut le dire et le redire aux Français. Ces dispositifs sont à leur disposition pour les accompagner dans le changement. Ce changement qui, comme tout changement, est toujours... Est-ce qu'il y a des gens dans le chat là, qui ont bénéficié de la prime à la conversion pour changer de bagnole récemment? T'aurais bénéficié toi, Sylvain? Ce matin nous a invités à... On ne peut pas convertir une voiture qui est décédée. Et c'est ce que nous faisons. Ah, parce qu'elle s'est barrée à la casse ta bagnole et du coup tu pouvais pas... accompagner encore dans le cul. Les Français dans cette période difficile. Nous le faisons sur l'élargissement de cette prime à la conversion que nous allons poursuivre en 2019. Il n'y aura rien de pire que d'arrêter quelque chose qui marche. Nous allons l'amplifier. Pour ça, il faudrait pouvoir faire un prêt à 30 000 boules. 30 000 balles, mec, une bagnole? Tu vas loin. Je le rappelle, si tu roules en Mercedes, après c'est ton problème. Le changement de chaudière peut être subventionné jusqu'à 30% du coût d'une nouvelle chaudière, au gaz, une chaudière au bois, ce qui peut être très pertinent notamment à la campagne, ou une pompe à chaleur électrique. Nous allons continuer aussi avec le chèque énergie, qui là aussi va passer de 150 à 200 €. Nous considérons qu'un certain nombre de Français qui y ont droit ne l'utilisent pas aujourd'hui, donc nous allons simplifier l'accès et nous... C'est quoi le chèque énergie? D'élargir pour... Dites-moi dans le chat ce que c'est que le chèque énergie. Est-ce que c'est un truc, est-ce que c'est une aide mensuelle pour se chauffer? Ou alors non, c'est une aide annuelle pour se chauffer, c'est ça? Des mesures pour les gens qui prennent les transports en commun, pour celles et ceux qui se rendent à leur travail en voiture, une mesure qui serait portée par l'État et les employeurs. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Frédérique Dumas. Voilà. Frédérique Dumas qui va prendre la parole. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Kader Daoudzai, ancien interprète de l'armée française, a été tué dans une attaque suicide le 20 octobre dernier dans un bureau de vote à Kaboul. Cet attentat ne le visait pas personnellement, mais Kader Daoudzai était depuis longtemps menacé par les talibans pour avoir travaillé pour l'armée française. Comme l'ont rappelé les journalistes Claude Askolovitch et Quentin Muller, sans interprète, l'armée française serait sourde et muette. Ce sont ceux qui vont les premiers dans les villages pour négocier, ceux qui sont là lors des interrogatoires, les plus exposés dans leur propre pays. En 2015, il avait déjà fait état de ces menaces dans sa demande de visa pour la France qui lui avait été refusée, comme pour 152 autres personnes faisant partie des personnels civils de recrutement local. Il s'apprêtait à demander un nouveau visa dans le cadre de la 3e procédure de relocalisation récemment ouverte. Monsieur le ministre, le sénateur Jacques Lenay vous a interpellé à ce sujet. La réponse n'était malheureusement pas entendable. La sénatrice Nathalie Goulet vient de lancer une pétition qui a déjà recueilli près de 60 000 signatures pour accueillir sa famille. Dans le cadre de la relocalisation, l'administration a d'ores et déjà fixé un quota arbitraire de 90 interprètes. Merci Zenkar. Très bonne question de la part de Frédérique Dumas, la députée du groupe UDI Agir et Indépendant, qui pose une question sur le sort réservé aux interprètes de l'armée française, notamment en Afghanistan, ceux qui ne peuvent pas, pour certains d'entre eux, obtenir de visa pour venir s'installer en France et qui restent du coup sur le territoire là où ils sont menacés par des talibans. Ce qui serait à l'honneur de la France, c'est que le gouvernement prenne contact avec eux un par un et leur donne les moyens de venir en France s'ils le souhaitent, afin d'être protégés comme nous y étions engagés. Ce n'est pas la première fois... Et oui, puisque c'est ça un peu le deal sur le terrain, c'est que les militaires ont recours à des interprètes, en échange de quoi les interprètes, une fois qu'ils auront fini leur mission sur le terrain avec les militaires français, auront un visa pour rentrer en France. Or, il y en a certains, visiblement, qui ne peuvent pas avoir leur visa, et qui sont en situation très difficile. En respectant sa parole vis-à-vis de tous ceux qui un jour l'ont aidé, parce qu'anonymes, ils ne doivent pas être oubliés. Frédérique Dumas qui est fortement soutenue par les députés autour d'elle, notamment les députés de son groupe, sur cette question importante. Et c'est Florence Parly du coup qui va répondre. On écoute la ministre des Armées. À travers le cas de M. Kader Daoudzai, vous évoquez la situation des personnels civils de recrutement local, dont une majorité d'interprètes qui ont œuvré au profit des forces françaises déployées en Afghanistan entre 2001 et 2014. Leur nombre est estimé à 800. 2 campagnes d'accueil successives ont été organisées entre 2012 et 2014, puis en 2015. Elles ont conduit à l'accueil sur le territoire français de 176 de ces personnels, soit 550 personnes si l'on inclut les familles. Entre-temps, les conditions, comme vous le savez, ont beaucoup évolué en Afghanistan. Je parle des conditions sécuritaires. C'est la raison pour laquelle le président de la République a souhaité, pour des motifs humanitaires, que les personnes déboutées lors des précédentes demandes voient leur demande de visa réexaminée par le ministère de l'Intérieur sous réserve de la prise en compte des risques d'atteinte à la sécurité nationale et à l'ordre public.
C'est donc pour cela qu'une mission dédiée, pilotée par le ministère des Affaires étrangères, sera envoyée dans les prochains jours pour examiner leur cas sur zone. Cette mission bénéficiera de l'appui du ministère des Armées et du ministère de l'Intérieur, mais aussi du concours de l'Association des anciens interprètes afghans pour communiquer avec les intéressés et éventuellement accompagner sur le territoire français les personnes dont l'examen aura donné lieu à un avis favorable. Ces personnes bénéficieront d'un visa gratuit, seront accueillies par les services du délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés. Les interprètes qui étaient aux côtés de nos forces, qui, je le rappelle, elles-mêmes venaient en appui du gouvernement afghan, ont pris des risques. Ceci justifie que leurs demandes, ainsi que celles de leurs familles, soient traitées avec humanité et sérieux. Mais du coup, j'ai pas compris dans quels critères est-ce que les gars vont avoir un visa ou pas. Ou alors j'ai pas bien écouté. Merci, Monsieur le Président. Bon, affaire à suivre. Ma question s'adresse à la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, lorsque nous regardons la carte des déserts médicaux, aujourd'hui, nous constatons malheureusement qu'elle n'a pas évolué depuis des décennies. Le problème de la désertification médicale, couplé au vieillissement de la population, se creuse et la situation met à jour la nécessité d'y répondre rapidement et de façon spécifique en fonction des territoires. Nous sommes fiers de notre système de soins que beaucoup de nos partenaires européens nous envient. Cependant, des difficultés majeures demeurent, et surtout sur le département du Cher, dont 250 sur 290... Ah, merci Soviet Kouma, ok. S'ils étaient traducteurs entre 2001 et 2014 et s'ils ne sont pas certifiés terroristes, s'ils sont certifiés pas terroristes, ok, d'accord. C'est des critères entendables. ...d'organisation qui ne correspond plus aux besoins, ni des patients, ni des professionnels de santé. Afin de replacer le patient au cœur du système, il ne s'agit pas uniquement de dépenser plus. Il est indispensable de dépenser mieux en fléchant les investissements. Dans cette optique, nous comprenons que va se mettre en place une cartographie des territoires qui répondra pour les établissements de santé aux 3 niveaux établis par ce plan. Il s'agit là d'une bonne initiative qui permettra d'avoir une vision globale des besoins locaux, mais aussi des réponses à apporter, notamment dans les territoires les plus en difficulté comme la région centre. Vous connaissez le problème de l'hôpital de Vierzon et d'autres hôpitaux de la région dont la situation inquiète les citoyens. Vous connaissez aussi mon implication sur ce point et mon souci de dialogue avec les différents acteurs concernés. De nombreux autres élus s'impliquent sur le sujet. Nadia Essayan qui pose une question sur les établissements de santé dans les territoires et les liens entre les professionnels de santé dans les territoires. Elle est ancienne déléguée nationale de l'Action catholique des milieux indépendants. Je ne connais pas très bien cette organisation. Et elle est surtout secrétaire du groupe d'études sur les enjeux de la ruralité. Donc les déserts médicaux, c'est un truc qui l'intéresse particulièrement, évidemment. Parties prenantes territoriales. Comment les ARS et les élus pourront être mieux associés pour que cette ambition soit une réussite. Les ARS, ce sont les agences régionales de santé, je le rappelle. Est envisagé dans la déclinaison territoriale du plan santé. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn. Donc la question, c'est comment qu'on fait dans les territoires pour organiser le plan santé? Merci Monsieur le Président. Et la coordination entre acteurs. Agnès Buzyn qui lui répond. Effectivement, je connais votre implication sur ce sujet et ce que vous faites pour votre territoire. Vous le savez, Ma Santé 2022 vise à renforcer l'accès à des soins de proximité partout en France. La philosophie de cette réforme, c'est que tout doit s'organiser à l'échelle des territoires et venir des acteurs du territoire. Pour cela, nous avons mis en place une organisation qui inclut les élus. Dès que nous avons pris des mesures d'urgence l'été dernier, nous avons mis en place un comité de suivi du plan d'accès aux soins qui comprend l'Association des maires de France, les départements de France, les communes de montagne et toutes les associations concernées. Nous avons souhaité également que des délégués surveillent l'action de ce plan et nous fassent remonter des propositions venant des territoires. Ces délégués, ce sont un député, Thomas Mesnier, une sénatrice, Elisabeth Doineau, et une médecin généraliste, Sophie Augros, qui tous les 6 mois, nous font un rapport. Sur le plan Ma Santé 2022, j'ai demandé aux ARS qu'elles travaillent étroitement avec les élus. D'ores et déjà, 400 réunions se sont tenues dans les délégations territoriales des ARS avec les élus des territoires. 1700 élus locaux ont d'ores et déjà été rencontrés entre le mois de mai et le mois de septembre. Il est indispensable que tous les acteurs du territoire travaillent ensemble, identifient les territoires concernés, trouvent les bonnes organisations
et les innovations nécessaires pour répondre aux enjeux de santé et aux besoins de santé, évidemment, de la population. Soyez assurée, Madame la députée, que je ne conçois pas un plan venu d'en haut. Il fera la part, évidemment, nécessaire et la part belle à tous les élus qui sont concernés aujourd'hui par ces problèmes de désertification médicale. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Ok. J'ai l'impression qu'elle n'a pas répondu à la question. Si ce n'est en disant que c'est sur le territoire que tout le monde va discuter. Ma question s'adresse à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et je souhaite y associer mon collègue Erwan Balanant. Monsieur le ministre, le harcèlement scolaire se définit comme une violence subie par les élèves de la part de leurs pairs et se caractérise par un comportement intentionnel et agressif survenant de manière répétée dans une situation de déséquilibre de pouvoir réel ou perçu. Les récents développements dans les technologies de la communication ont aggravé le phénomène du harcèlement scolaire qui dépasse dorénavant le cadre de l'école via le cyber. Un rapport de l'UNESCO, publié le 8 octobre dernier, relève le niveau élevé de violence et de harcèlement à l'école. Ainsi, à travers le monde, près d'un enfant sur 3 ferait l'objet de harcèlement scolaire. En France, un enfant sur 10 est actuellement touché par ces situations de harcèlement. Cela représente environ 750 000 jeunes chaque année. De nombreuses associations de soutien aux victimes ont vu le jour. Des campagnes de sensibilisation et de prévention ont lieu dans les écoles. Et depuis 2015, le premier jeudi du mois de novembre est consacré à la lutte contre le harcèlement. Le ministère de l'Éducation nationale propose même un site dédié au harcèlement scolaire qui permet aux professionnels de mettre en place des actions préventives et d'être victimes. Tout cela est très encourageant, mais d'un point de vue législatif, les spécificités du harcèlement scolaire ne sont pas prises en compte et aujourd'hui encore, il n'est toujours pas fait de distinction entre mineurs et majeurs. Ainsi, le harcèlement scolaire est traité par des articles du Code pénal applicables aux cas de violence, de harcèlement et de provocation au suicide. La probabilité pour qu'une victime mineure se rende au commissariat de police pour porter plainte est très faible et les sanctions prévues pour les auteurs de harcèlement sont souvent inadaptées à leur jeune âge et à leur situation. L'association Hugo... Ça, en tout cas, c'est pas un réquisitoire, mais c'est disons, une description sans concession de la réalité du harcèlement scolaire et de tous les chantiers dans lesquels il va falloir avancer. Alexandra Valletta-Ardisson, qui est donc députée En Marche, elle a été collaboratrice parlementaire de Michel Tabarot. Michel Tabarot qui est toujours député, donc c'est devenu sa collègue. Elle est passée d'assistante parlementaire à collègue, plutôt sympa. Et je précise qu'elle est membre des groupes d'études à l'Assemblée nationale sur les droits de l'enfant et la protection de la jeunesse et sur les discriminations des LGBTQI phobies dans le monde. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer. Et c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui va nous dire ce qu'il fait pour lutter contre le harcèlement scolaire. Messieurs les députés, madame la députée Alexandra Valletta-Ardisson, merci pour cette question qui est tellement importante et qui aurait été au cœur des enjeux de notre système scolaire, comme d'ailleurs de tous les systèmes scolaires du monde. Et vous l'avez rappelé en rappelant cette étude de l'UNESCO. C'est une question extrêmement sensible et c'est d'ailleurs une des raisons principales pour lesquelles j'utilise en permanence le terme d'école de la confiance, parce que ce que nous devons viser, c'est que tous nos élèves aillent à l'école en confiance, en ayant confiance dans les autres et en ayant confiance en eux-mêmes. C'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est pourquoi le phénomène du harcèlement ne saurait être pris à la légère. Il n'est pas nouveau, mais il a pris, vous l'avez dit, une nouvelle ampleur, notamment du fait des nouvelles technologies. On doit prendre en compte le cyberharcèlement en particulier. Et il a pris une ampleur telle qu'aujourd'hui, il mine la vie de plusieurs établissements. C'est pourquoi nous devons avoir une réaction à la hauteur. Il y a d'abord l'enjeu de sensibilisation de tous. Cet enjeu est absolument essentiel et c'est pourquoi la journée du 8 novembre est si importante, parce qu'elle permet de sensibiliser tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ce n'est pas seulement les élèves, pas seulement les professeurs, mais aussi toute la population. C'est pourquoi je serai avec le président de la République jeudi prochain dans un collège de Maubeuge pour sensibiliser l'ensemble de la population à ce sujet. Mais c'est aussi un enjeu de formation. Nous devons avoir une systématicité de la formation, non seulement des professeurs, mais de tous les adultes qui travaillent en établissement scolaire, parce qu'on doit être formé notamment à saisir le moindre harcèlement, le petit harcèlement, qui deviendra hélas potentiellement un moyen ou un grand harcèlement. Et ceci évidemment doit être pris très au sérieux, et la formation est la première des réponses. Enfin, en effet... Mieux informer, mieux former. D'accord. Pour mettre fin aux violences dans le système scolaire, nous devons inclure le harcèlement. Ces réflexions sont en train d'avancer. Elles se font aussi dans le cadre de la loi qui aura lieu, qui existera au début de l'année 2019. Nous recevrons le président de l'association Hugo. Je prends donc très au sérieux ces propositions et nous devons lutter tous ensemble contre ce phénomène.
Merci, monsieur le ministre. Jean-Michel Blanquer, qu'est-ce que je raconte, qui donc dit aux députés à quel point c'est un enjeu sur lequel il travaille. C'est pas un sous-sujet pour lui. C'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Ne bougez pas. On va rester ensemble pour la débriefer, n'est-ce pas? N'est-il pas finalement? J'espère que ça vous a plu déjà. J'espère que cette dernière réponse de Jean-Michel Blanquer vous a intéressé. Qu'est-ce que je voulais dire? On a parlé de plein de trucs aujourd'hui. Les grosso modo. Les grands thèmes qu'on a vu se dessiner, c'est pouvoir d'achat en lien avec la mobilisation du 17 novembre et la hausse des prix du carburant. C'est consultation Nouvelle-Calédonie. On a eu plusieurs questions là-dessus. Donc le référendum qui a vu la victoire du non à l'indépendance gagner. Et le troisième sujet dont on a beaucoup parlé, c'est Marseille. Marseille, effondrement, immeuble, habitat insalubre, terrible. Voilà. Ça, c'est un peu les trois principaux trucs. On a aussi parlé de sujets qu'on n'avait pas anticipés, notamment la question des collaborateurs locaux de l'armée française, notamment en Afghanistan, les traducteurs qui n'ont pas de visa pour certains et qui donc sont en danger dans leur pays. On a parlé du handicap, on a parlé de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, avec Marlène Schiappa, en ce jour symbolique. On a parlé du harcèlement scolaire, on a parlé des déserts médicaux. Mine de rien, on a parlé des hôpitaux, on a parlé de... Non, c'était une bonne grosse séance. Hein. C'était une bonne grosse séance, j'espère que ça vous a plu. Fini. Salut Xan, ouais, c'est fini. Du coup, ils sont payés comment les traducteurs? Quand ils sont en mission c'est des collaborateurs locaux temporaires, donc quand ils sont en mission aux côtés de l'armée en Afghanistan, ils sont payés en monnaie afghane, à mon avis au niveau du salaire... je sais pas où, salaire afghan d'un traducteur. J'avoue, je ne connais pas très bien la grille des tarifs et la grille des salaires des traducteurs afghans. Et voilà. On a parlé, le gouvernement, beaucoup moins. Non mais on a parlé dans cette séance, quoi. Donc pas imposé. Ah, je connais pas le taux d'imposition du travail en Afghanistan. Là, tu me poses une colle de ouf. Je sais pas ce que c'est la sécurité sociale afghane. Je sais pas comment ils calculent leur prélèvement obligatoire. Donc on va faire une émission spéciale de 3 heures pour parler du code du travail en Afghanistan. Voilà, c'est ça, le code du travail en Afghanistan, avec la convention collective de la traduction et de la linguistique, très Évidemment. important. Je sais pas du tout comment c'est taxé le travail en Afghanistan. J'en sais des choses pourtant, hein, mais ça je sais pas. Donc voilà. Non, moi je trouvais que c'était vachement intéressant comme séance de questions d'actualité au gouvernement. Beaucoup de prises de parole de la part du Premier ministre, notamment sur la question de la Nouvelle-Calédonie. Il a tenu à répondre personnellement à un certain nombre des questions qui ont été posées sur ce sujet-là. C'est vrai qu'Édouard Philippe est un Premier ministre qui s'est beaucoup impliqué sur cette question-là. Il a aussi rendu hommage évidemment à ses prédécesseurs, notamment Michel Rocard et Lionel Jospin, qui dans les accords de 88 et de 98 se sont impliqués eux aussi sur ces questions-là. Donc voilà. Californie, Jean. Ouais, non, je sais. L'Afghanistan, c'est de gauche ou de droite? Ah, faut demander à Usul, ça. L'Afghanistan, c'est de gauche ou de droite? De gauche. Qu'est-ce que je voulais dire? Le gouvernement a fait son atelier broderie habituel. Moi, je trouve que le gouvernement se défend assez bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté longuement une séance de questions d'actualité au gouvernement dans la longueur, etc. Alors évidemment, les membres du gouvernement ont toujours un peu le flot de parole un peu systématique de la responsabilité, de l'explication, de la complexité du réel, etc. Mais disons que dans l'ensemble, je trouve qu'ils ont des mécaniques argumentatives pas inintéressantes. Enfin, c'est globalement assez complet. Les députés aussi se défendent assez bien dans la manière de poser des questions. D'ailleurs, je trouve que les députés En Marche ont beaucoup fait d'efforts depuis le début du quinquennat. Enfin, beaucoup fait de progrès plutôt, plus que des efforts. Et c'est tant mieux. Mais je trouve que le gouvernement, enfin, j'ai pas vu un membre du gouvernement buter sur une question. J'ai pas vu un membre du gouvernement faire des pirouettes à la con pour se sortir d'une panade débile. Bon, après, je trouve qu'Édouard Philippe se débrouille particulièrement bien, mais ça on l'a toujours dit. C'est ce que j'allais dire. C'est un assez bon orateur, et franchement, en question gouvernement, il se démerde quand même vachement bien. Même sur la question du handicap, tu vois, je l'ai trouvé assez fort. Après, François de Rugy, Olivier Dussopt, Agnès Buzyn, etc., ils sont dans une posture très ministérielle, mais je trouve que de manière argumentative, etc., ils se perdent pas, ils restent sur le sujet. Ils en font pas des caisses, ils collent à mort à l'action gouvernementale dans le détail, etc. Bon, évidemment, ils font un peu des vœux pieux et tout, on va travailler, on est mobilisé, tous les acteurs doivent se parler, etc. Mais ça, c'est assez habituel. Donc non, je trouve qu'ils se défendent assez bien. Ils balançaient des trucs aléatoires qui n'ont rien à voir avec la choucroute. On n'a pas dû regarder la même séance de questions d'actualité au gouvernement parce que j'ai pas vu un seul ministre sortir du sujet. Du sujet de la question qui lui a été posée.
Marlène Schiappa, elle a bien parlé des questions des inégalités entre les femmes et les hommes. De Rugy, il a bien parlé de l'environnement et de la question de la taxe du carburant. Édouard Philippe, il a bien parlé de la Nouvelle-Calédonie. Non, vraiment, Laurence Parly a bien parlé des traducteurs. Des traducteurs, ouais. Même si j'avoue, là, Même pour le si coup, c'était j'ai flou. pas très bien compris la réponse. Mais en vrai, en fait, c'est pas que j'ai pas compris, c'est qu'il y a un moment, je crois que j'ai arrêté d'écouter. Et ça, c'est pas bien. Si, à un moment, tu fatigues, c'est la 13e question. Surtout que ça a été particulièrement long aujourd'hui. Mais oui, parce que Édouard Philippe, comme il n'a pas tant de paroles, évidemment, ça cumule le chrono. Un peu moins de pirouettes que d'habitude, mais plus de distribution de somnifères. Alors, ce qui est vrai, par contre, effectivement, Néphistos, c'est que le gouvernement, disons que... Comment te dire ? Mais ça, c'est un peu commun aux questions d'actualité au gouvernement, c'est que c'est pas toujours le théâtre. Hein. C'est aussi parfois de la conférence un peu pointue. Enfin, tu vois, quand on parle des dispositifs de financement par l'Agence nationale du renouvellement urbain de la lutte contre l'habitat insalubre dans le cadre d'une politique coordonnée entre les responsabilités de l'État et des collectivités locales, rien que dans la phrase que je viens de prononcer, ça peut être vu comme somnifère. En fait, c'est juste complexe. C'est complexe parce que ça fait appel à des notions de droit public, à des acteurs locaux, à des acteurs nationaux, etc., un peu compliqués. Donc évidemment que c'est compliqué à comprendre. Mais du coup, si tu veux, si l'inverse de somnifère, c'est pas le théâtre permanent, parce que ça aussi, c'est facile de faire des questions au gouvernement où en fait tout le monde y va de sa petite démagogie. En général, c'est ce qu'on voit en fin de quinquennat. Vraiment des séances où c'est le bordel, le gouvernement se lance dans des espèces de défense à la con de son bilan, l'opposition attaque bêtement, et ça devient la foire à la saucisse. Pour se faire remarquer, pour faire parler d'eux, pour préparer leur réélection. Ouais. Donc là, tu sens qu'on n'est plus dans le début du quinquennat. Enfin, ça allait vite, hein, parce qu'avant, ça allait moins vite que ça. On n'est plus dans le début du quinquennat, où en gros, les députés de l'opposition disent « y'a qu'à Faucon », et les députés de la majorité et le gouvernement disent « on va aller dans le sens de ». Où là, c'est un peu chiant, parce que ça dure un an, où les mecs, bon, ça fait une plombe, et tout, les mecs t'expliquent que voilà, tu t'emmerdes un peu. Et la fin du quinquennat, c'est la foire à la saucisse, où le gouvernement défend son bilan en disant à peu près tout et n'importe quoi, et les députés d'opposition tapent en disant à peu près tout et n'importe quoi. Donc là, tu sens qu'on est dans l'entre-deux, on est dans le moment du quinquennat, où on est dans l'opérationnel pur, où tous les ministres sont au taquet, on est déjà dans la préparation du deuxième budget du quinquennat, oui, pour 2019. Donc, enfin voilà, on est dans le moment où on n'est plus dans les annonces, on n'est pas encore dans le bilan, on est dans le moment opérationnel et c'est assez intéressant, je trouve. Mais du coup, c'est vrai qu'on rentre dans la technicité des sujets, c'est aussi vrai ça. J'ai pas compris par contre la Nouvelle-Calédonie, les prochains référendums seront sur demande ou ils se feront quoi qu'il arrive. De ce que j'ai compris, Lady Cassidy, les accords de Matignon de 88 prévoient la possibilité d'organiser de nouveaux référendums s'il y a une demande de la part, alors j'ai pas bien compris si c'était le congrès de Paris, enfin le congrès de la République française à Paris, ou alors si c'était le congrès des élus locaux de Nouvelle-Calédonie. Et s'il n'y a pas de demande, je ne sais pas non plus ce qui va se passer. J'ai cru comprendre qu'il n'y aurait pas de nouveau référendum s'il n'y a pas de demande. Là, je ne sais pas. Ça a à peine un peu gueulé pendant une ou deux questions. Ouais, je suis d'accord, Fanny. Et encore, on n'était pas dans la gueulante avec des hurlements et des trucs comme ça. On était dans le... C'était plus calme que la semaine dernière. Voilà, c'était assez calme. Alors, la semaine dernière, j'ai pas vu, ça devait être beaucoup plus rock'n'roll. Ça dépend des questions, mais ouais. 2-3 questions bien. Après, ça dépend aussi un peu de la température. Hein. C'est vrai que... Ça dépend de la température, ça dépend du ministre aussi. Ça dépend du ministre, ça dépend de l'ambiance. Là, l'ambiance, elle n'est pas trop clash, vénère avec le gouvernement, comme ça a pu être le cas à la rentrée. Je me souviens, en septembre, c'était vénère. Hein. Entre la démission de Hulot, l'affaire Benalla, etc., ça y allait au quart de tour. Donc voilà. La Nouvelle-Calédonie va conserver son statut spécial. Je pense, ouais. C'est le congrès calédonien. Merci Kylian, merci beaucoup. C'est le congrès de Nouvelle-Calédonie, il faut un tiers des voix, il me semble. Oui, c'est ce que j'ai entendu aussi, The Net Kelly, c'est bien un tiers des voix. Par contre, on peut revenir sur l'instant président qui parle du salaire des femmes. Mais ça, j'avoue que j'ai pas compris ce truc-là. C'est-à-dire qu'en principe, si vous voulez, un président de séance en séance de questions d'actualité au gouvernement, c'est un des trucs les plus faciles à faire. Un élève de CM2 pourrait le faire. Un président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence, c'est en général lui qui préside les séances de QAG. Le président, son rôle, c'est de dire la séance est ouverte, la parole est à machin, puis la parole est à truc, enfin merci monsieur machin, la parole est au ministre machin, etc. Ça, c'est le rôle primaire. Le rôle secondaire, c'est de rappeler à l'ordre les députés qui font un peu trop de bruit en les appelant... un peu physiquement en disant chut, un peu de calme mes chers collègues, etc. Parfois il faut même prendre la parole pour dire mes chers collègues calmez-vous et tout. Il y a eu la semaine dernière notamment une inscription au procès verbal. Ah, ça c'est une sanction. C'est assez rare. Ça c'est une sanction. Qui est une sanction. Il a un autre rôle secondaire, c'est de veiller au chrono. C'est lui qui tape. Vous entendez parfois toc toc toc. C'est qu'en fait il tape sur sa règle. Avec sa règle, il tape contre le micro de manière à ce que ça fasse tout
personne qui est en train de parler se rende compte qu'il arrive au bout des 2 minutes de temps de parole. Voilà. Et le rôle tertiaire du président de séance, donc le 3e élément du rôle, c'est beaucoup plus rare, c'est de remercier solennellement la présence de délégations étrangères, de remercier parfois les classes de petits enfants qui sont dans les tribunes, et je trouve ça trop mignon. C'est aussi parfois de faire des allocutions au nom de l'Assemblée nationale, dans le cas notamment des commémorations et surtout des minutes de silence à la mémoire de personnes mortes, des attentats, etc. Mais voilà, mais ça s'arrête là. J'ai jamais vu un président de séance, en pleine séance de questions au gouvernement, dire un petit mot symbolique sur un sujet comme l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Sur un sujet de société. Sur un sujet de société, tu vois. J'ai jamais vu ça. Et du coup, ça m'interpelle parce que, enfin, c'est quoi? C'est une décision personnelle? C'est une décision de la conférence des présidents? C'est... Why not? En l'occurrence, c'est plutôt consensuel, hein, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, on va pas se mentir, ça va, ça fait consensus. Grosso modo, l'idée qu'il faut aller vers plus d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est pas un truc qui va transcender. Mais enfin, je trouverais ça bizarre que sur un sujet moins consensuel, le président de séance, qui est censé être globalement un peu au-dessus des partis, etc., qui est vraiment là pour présider l'ensemble de la séance, se permette de dire un mot sur, je sais pas, l'équilibre budgétaire, par exemple, la règle d'or, ou des trucs comme ça. Je sais pas. Jean, t'es là ce soir, évidemment que je suis là ce soir. C'était pour préparer l'intervention de Schiappa. Oui, mais normalement, un président de séance, il n'a pas à préparer l'intervention de qui que ce soit. Le mec, il préside la séance, il distribue les plats, il donne la parole, et puis c'est tout. Et puis c'est marre. Non, je sais pas, il y a un truc que je comprends pas. S'il y avait pas eu de question à Schiappa, il l'aurait dit quand même, je pense. Je suis pas sûr qu'il y ait un lien avec la question. Oui, en plus, oui, t'as raison. Oui, ça se trouve, 15h35. Voilà. Il est 16h30, chers amis. Je vous invite à préparer la soirée de ce soir. Je vous rappelle que ce soir, c'est une soirée exceptionnelle sur Acropolis, puisque de 21h30 à 5h du matin, nous allons vous accompagner pour suivre en direct les élections de mi-mandat aux États-Unis d'Amérique. Salut François, ça va? Bien réveillé? Voilà, c'est François qui s'est chargé de l'organisation de cette soirée exceptionnelle. On aura des invités, on sera en plateau, on va être ensemble jusqu'à 5h du matin. Avec Adrien, des bisous à Adrien évidemment. Voilà, il y a un programme de la nuit, c'est en cours de peaufinage, mais en gros le programme c'est décryptage, analyse, on va parler des États-Unis d'Amérique, on va parler de sa culture, on va parler de son économie, on va parler de son histoire, de sa géopolitique, on va avoir des experts qui vont être là avec nous en plateau, on va essayer de faire des duplex aussi avec des gens aux États-Unis d'Amérique qui vont pouvoir nous dire un petit peu l'ambiance sur place. Voilà. On va faire quelques jeux peut-être aussi. On va faire quelques jeux, on va rigoler comme des connards, on va boire du café, ça va être sympa. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve donc ce soir à 21h30 en direct sur Acropolis. Soyez présents et à très bientôt. Des bisous, ciao.